Le coup tordu du vélo, du cyclisme, le coup tordu, le podcast des passionnés pour les passionnés. On se retrouve pour le 259e épisode du coup tordu. Alors pour tous ceux qui nous découvrent, le coup tordu, podcast bien évidemment où on parle de vélo, des interviews et des previews. Alors à la différence de pas mal de podcasts de cyclisme, il y en a pas mal, il y en a des très très bons. Dans les podcasts de cyclisme, on est plus dans le débrief. Voilà, on débrief ce qui s'est passé. Dans le coup tordu, on fait l'inverse. On est là pour essayer d'analyser, essayer de comprendre en fonction des éléments qu'on a en notre possession, des éléments factuels. On essaye de comprendre et de deviner un petit peu ce qui va se passer. C'est le principe du coup tordu. C'est ce qui s'appelle une preview. Et on se retrouve donc pour l'épisode consacré à la Primavera à Milan-San Remo 2025. Et pour cette preview, Monsieur Enzo alias Phoenix, en forme mon Phoenix. Je te demande pas si t'es en forme mon Phoenix. Ah, toujours. Et en plus, cette année, on sent une certaine effervescence autour de ce Milan-San Remo. Parce qu'il faut pas oublier que l'année dernière, sur toutes les grandes courses d'un jour, Milan-San Remo est peut-être celle qui a été la plus intéressante. C'est vrai. Donc, on sent un petit... honnêtement, j'ai rarement senti autant d'effervescence sur les réseaux sociaux autour de Milan-San Remo, qui est, de manière plutôt générale, j'ai l'impression, le 5e monument préféré sur les 5, tu vois. C'est vrai Enzo. Et alors je vais te poser la question, je pense à chaque podcast 2 fois par an. Est-ce que tu préfères Milan-San Remo ou est-ce que tu préfères le Tour de Lombardie? Alors le jeu Enzo, c'est quand on est au Tour de Lombardie, tu me dis que tu préfères le Tour de Lombardie, et quand on est à Milan-San Remo, tu me dis que tu préfères Milan-San Remo. Mais moi j'ai un gros faible pour les courses d'un jour montagneuses. Donc j'avoue que le Tour de Lombardie j'aime beaucoup, mais en termes de scénario, le final de Milan-San Remo, honnêtement, il y a peu de choses plus prenantes dans la saison cycliste. Et d'autant plus que cette année, on pourra avoir un Milan-San Remo particulièrement tactique et qui pourrait se déclencher très très tôt. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer d'analyser, de décortiquer. Et pour ça, bien évidemment, Monsieur Thibaut, alias Latib. Enfin, mon Thibaut. En forme pour parler de la course la plus barbante de la saison avec le final le plus excitant. Je sais pas si ça va être si barbant. Moi j'ai l'impression que ça va pas être si barbant que ça cette année. On va reparler. On va reparler de tout ça. Rapidement, tu as des petites actualités vélo pour débuter le podcast? Allez, je te sens chaud sur certains sujets, je sais pas pourquoi. Alors non, je crois que sur Cédric Vasseur, on a tout dit et redit, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement, c'est bien ce que j'allais dire. Je pense que c'est du vu et revu, malheureusement. Ouais. C'est pas la vie. Ouais, pour ceux qui sont pas au courant, voilà, Cédric Vasseur qui s'est encore pris une saucée dans l'équipe cette semaine. Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, moi je vous invite simplement à remonter à l'épisode qu'on avait fait avec Eric Boyer, qui lui-même a été manager de la Cofidis, et voilà, bon, ça recoupe ce qu'il avait dit dans le podcast et ce qui est sorti dans l'article de l'équipe cette semaine. Donc on aime bien arriver en précurseur, mais bon, tirer sur des ambulances, c'est pas non plus ce qu'on aime trop faire. Donc voilà, chacun se fera son avis par lui-même. On va pas en rajouter. Non, moi je voulais d'autant que Thibaut. D'autant que dans cet article il y avait quand même une petite partie avec Alexis Renard qui disait que il y a des managements qui conviennent à des coureurs et pas à d'autres, et que faudrait aussi peut-être voir du côté d'autres équipes. Donc tirer sur un manager et sur une équipe, c'est peut-être facile, mais bon, faudrait voir aussi ce qui se passe à côté. Oui. Après, si on compare, moi, il y a, je sais pas, je suis curieux de, je sais pas. Écoute, on va voir, tu vois, mais tu vois, par exemple, moi, je remonte, le podcast du Ratagaz, qui est plus un vidéocast parce que c'est présent sur YouTube, l'ami Samuel que j'embrasse, qui nous écoute beaucoup dans le coup tordu. Il a eu Kevin Reza, donc son concept un petit peu, c'est d'interviewer des coureurs qui ont arrêté leur carrière, et il raconte un petit peu ce qui se passe ce qui s'est passé dans leur carrière. Et Kevin Reza raconte qu'à un moment donné, il était à l'époque à la FDJ chez Marc Madiot, et il était à l'hôpital, il prend un PET en fin de saison, et donc il est à l'hosto, et Marc Madiot ne devait pas lui renouveler son contrat. Ça devait s'arrêter à ce moment-là. Et Madiot donc l'appelle et lui dit écoute, je vais te re-signer pour 1 an parce que j'abandonne jamais un coureur qui est à l'hôpital.
Et je pense que, à mon avis, voilà, à un autre niveau, je pense que Anthony Ravard a dû avoir la même réflexion avec Yael Johaland à Nantes, si on sait que Yael est bourré de talent, hein, comme Kevin Reza d'ailleurs. Voilà, je sais pas, il n'y a pas de... Je sais pas, Cédric Vasseur, voilà, s'il y a des belles histoires, s'il y a des trucs qu'il fait bien de temps en temps, ça serait bien qu'on le sache, qu'on nous le dise. Voilà, parce qu'on le sait pas. Voilà, il fait peut-être des trucs bien aussi. Donc voilà, mais enfin bon, on n'ira pas plus loin sur le sujet du management. C'est vrai que c'était aussi un petit peu à charge, et on fait un article un petit peu à décharge. Mais enfin, chacun se fera son opinion. Non, moi je voulais qu'on suive un dossier qu'on suit depuis un petit moment dans le coup tordu, c'est l'attribution des wildcards pour les prochains grands tours, notamment le Giro qui approche. On est à 5 semaines du Giro. Enzo t'en a parlé encore sur les réseaux sociaux ces dernières heures. On ne connaît toujours pas les équipes qui seront qualifiées pour le Giro et donc qui auront des wildcards également pour le Tour de France. Et bon, pour la Vuelta, là c'est un petit peu plus normal. Donc on rappelle que ça débat actuellement sur le nombre d'attributions des wildcards. Est-ce qu'on aura 3 ou 4 wildcards pour le Giro et 2 ou 3 pour le Tour de France? On savait que certaines grandes équipes bloquent sur le fait de rajouter une wildcard supplémentaire. Mais là, Enzo, ça y est, on a plus que les grandes équipes. On a le nom du mec qui fait yesh. C'est notre ami le plug. Le plug. Oui, bon, après, dans le fond, est-ce qu'on est vraiment étonné? Non. Moi, ce qui me fait rire, c'est que le gars arrive quand même à nous sortir l'argument de oui, mais regardez les petites équipes de bas de tableau du World Tour, moi c'est pour elles aussi que je m'inquiète. Écoute, gros, ton one cycling, genre à un moment, c'est pas grave. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que le mec soit genre défendre sa paroisse, c'est normal. Mais arrête de prendre les gens pour des cons. Enfin, n'utilise pas de faux arguments comme celui de la sécurité. Genre 8 coureurs en plus, c'est toujours moins que ce qu'il y avait en 2017 avant la réforme. Et à partir de quel moment, à partir de combien de coureurs on décrète que c'est plus dangereux? On fait des pelotons à 90 dans ce cas-là, comme ça c'est plus dangereux. Je suis d'accord que ça ressemble à une sorte de retour en arrière. Mais dans ce cas-là, on rajoute une autre équipe et on enlève encore un coureur par équipe. Mais bon, les grosses équipes vont pas être contentes parce qu'elles pourront pas canasser la course. Donc ça va être, c'est le serpent qui se mord la queue. Non, mais enfin, si tu veux. Ça me fait rigoler. Après, bon, la décision va arriver le 26 mars, ce qui va faire qu'on sera à 5 semaines du départ du Giro. Donc les équipes pour le Tour, elles s'en foutent un petit peu parce que de toute façon, elles savent elles savent qu'elles y seront, donc y a pas de problème. Mais pour les équipes invitées, c'est un peu la merde. T'es obligé de te préparer en conséquence parce que préparer un grand tour, c'est pas comme préparer une course d'une semaine ou une course d'un jour. T'as énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. En plus monétaire, sur tout le staff qu'il faut trimballer pendant 3 semaines, les hôtels, tous ces trucs-là. Et donc voilà, après, honnêtement, si c'est le Tour de France à la place du Giro, jamais on attend 5 semaines avant pour donner une réponse. Ça, voilà. Donc c'est n'importe quoi. C'est prendre les coureurs, les coureurs continents de pro team pour des cons, les staffs pour des cons. Et ça honnêtement, ça me gonfle. C'est un manque de respect complet. Et je trouve ça vraiment nul de la part de l'UCI. Thibaut, le fait que ça soit Richard Plugueux qui fasse un peu Liège dans l'histoire, est-ce que ça traduit pas, j'ai envie de dire, une certaine forme de faiblesse? Bon, même si Jorgensen évidemment a remporté Paris-Nice, on voit quand même que les UAE dominent largement ce début de saison. Alors ils sont pas à la rue non plus, hein, les Visma, mais enfin Vingegaard, il y a des doutes. Christophe Laporte, bon, faudra qu'on en parle à un moment donné parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème et qui est pas que médical. J'en sais rien, hein, c'est mon sentiment. Moi, j'ai l'impression que Gianetti et Machin Fernandez, ils ont d'autres chats à fouetter. Ils sont sur une autre planète, ils en ont rien à foutre, et que Plugueux, il gigote un peu dans un seau pour pas grand chose. Bah oui. Quand tu mets l'argument sécuritaire que Jonas Vingegaard sur Paris-Nice se plaint de ces équipes de leaders qui roulent comme des dératés et qui prennent des risques sur les étapes de sprint pour être bien placés. Bon, je trouve ça relativement assez drôle quand c'est ton équipe qui pendant plusieurs années faisait de même sur le Tour de France et le fait jusqu'à aujourd'hui. Donc bon,
assez hypocrite quand tu dis que tu défends les petites équipes et leurs intérêts et que tu te plains qu'ils ont une vitrine publicitaire à moindre frais, alors que la vitrine publicitaire, toi-même, tu n'en profiteras pas, puisque la véritable vitrine publicitaire, elle est sur les étapes en piche, que seules ces équipes invitées osent aller prendre sur le devant. Donc c'est d'une hypocrisie totale, c'est tout. Mais enfin, c'est le double discours assez traditionnel d'un manager qui vient défendre son pain et qui prêche pour sa paroisse. Regarde, du côté des Red Bull Bora, t'as Ralph Denk qui, pareil, nous défend un certain petit système, n'a pas envie de se faire spoiler des coureurs et au final qui fait quoi? Qui fait rompre des contrats. Donc le double discours, on l'a pas que chez Richard Plug. Après, Enzo. Tu vois, je vais pour aller dans le sens de Plug, parce qu'il faut aussi essayer un peu de comprendre le fond de sa pensée. C'est que lui, je pense pas que ce soit tant Bardiani, Polti, Euskaltel ou Kern Pharma qui le dérange. C'est de voir des équipes comme Q36 ou Tudor qui ont des budgets qui valent le World Tour. Je sais plus, je crois que je t'avais envoyé les chiffres, mais on est vraiment sur de la bonne équipe World Tour en termes de budget, tu vois. Enfin, de toute façon, quand tu vois les recrutements, il n'y a pas trop de questions à se poser. Mais en même temps, c'est des équipes qui se donnent le moyen d'y monter. Non, mais ça, évidemment. Mais le problème, c'est que la wildcard supplémentaire, cette année, c'est probablement pour inviter Tudor et ou Q36.5 sur les différents grands tours. Mais à terme, qui c'est qui va sauter? C'est Kern Pharma, c'est Bardiani, c'est Polti. Parce qu'ils vont inviter que les gros. Si on leur donne pas un truc en plus, ils vont inviter que les grosses pro teams. Et automatiquement, les moyennes, celles qui peuvent prétendre à faire quelque chose sur un grand tour, elles seront plus invitées parce que il y aura que, en fait, ça aura le World Tour plus les deux invitations automatiques qu'on a quand on a changé la règle pour que Lotto et Israël boutent pas trop quand ils ont été relégués, plus 2-3 autres qui seront à peu près toujours les mêmes parce qu'elles auront un niveau quasi World Tour, mais en étant pro team parce que juste elles auront été reléguées ou juste elles auront pas eu assez de points pour passer. Et les équipes moyennes qui peuvent prétendre à performer sur un grand tour seront pas invitées ou alors juste une d'une année sur l'autre. Tu vois. Enfin, c'est surtout ça, quoi. Il faut pas se leurrer. Hein. L'organisateur d'un grand tour, il va pas à un moment. Le mec, faut qu'il fasse rentrer de l'argent aussi. Si tu lui affiches Tudor avec la moitié de l'équipe, c'est des stars face à Bardiani. Si le mec dit, écoute, je veux bien jouer la carte de l'équipe nationale, hein, mais à un moment, après, j'ai joué à la télé, merci. Et puis, ça comble aussi un peu l'absence des superstars, hein, parce que quand t'as Tadej Pogacar et par exemple Jonas Vingegaard qui viennent te bouder ton grand tour, faut aussi aller chercher des stars ailleurs. Mais le point positif actuellement de la chose, c'est que David Lapartien va avoir du temps pour réfléchir à ce dossier vu que il ne sera pas président du CIO. Oui, ça c'est vrai. Mais après oui, le but des grands tours, c'est de faire rentrer, bien sûr, c'est de faire rentrer de l'argent, mais il faut aussi avoir des audiences télé. Et si on se retrouve que avec des grosses équipes, sur les étapes somnifères comme les appelle Thibaut, s'il y a pas un Manuele Tarozzi ou des mecs comme ça capables de prendre des échappées pour qu'on ait un petit semblant de suspense. Et on voit des fois aussi que ça peut marcher. On l'avait vu notamment sur l'étape 18 du Tour de France 2023. De temps en temps, il peut aussi y avoir une surprise. S'il n'y a pas ces mecs qui partent à l'abordage pour essayer de contrer cette fameuse incertitude du sport. On a vu aussi notre ami Alexis Puis même sur le tour du regarde sur le tour de l'UAE là, récemment sur le tour de l'UAE, c'est des équipes qui nous ont divertis sur des étapes où honnêtement il ne devait littéralement rien se passer et elles ont su animer la course et se montrer, et au-delà de se montrer, montrer un esprit sportif qui en vaut la peine.
Oui, et puis à la fin, quand ça met au fond, voilà, ça pouvait être une étape où ça pouvait sortir assez tôt, mais quand Turgis la met au fond pour la Total Energy sur le dernier Tour de France, c'est aussi des belles histoires et des histoires que le public aime, et c'est une des images du Tour de France 2024, un petit peu, on va dire, quand le petit, alors Total Energy, c'est pas une petite équipe, mais si on compare, évidemment, je crois que c'est 9 ou 10 millions d'euros de budget, si on compare par rapport aux grosses armadas, c'est un petit peu le petit pousset du Tour de France, donc c'est aussi un truc que les gens aiment bien dans le sport, c'est un peu quand le petit vient taper le gros, donc tout ça devrait aussi rentrer en ligne de compte dans la réflexion, et Plug, il devrait se dire que c'est aussi bon pour l'écosystème économique du vélo et pour le business, et les organisateurs de Grand Tour également. Moi je pense que les organisateurs de Grand Tour, honnêtement, ils ont envie d'avoir cette équipe supplémentaire. Je pense que Christian Prudhomme a aucune envie de trancher entre la Tudor parce qu'il veut avoir Alaphilippe, Total Energy parce qu'il a pas envie globalement, si Total est pas sur le prochain Tour de France, il termine l'équipe, c'est fini, il envoie toute une structure au chômage, et sportivement Uno X, ça serait complètement injuste de pas les inviter sur le Tour de France, donc je pense qu'il a aucune envie de trancher, et cette année la situation sportive fait que sur les 3 grands tours, des équipes ont gagné pour moi sportivement le droit d'avoir leur wildcard, et c'est compliqué de les mettre sur le bas-côté, donc on espère que le bon sens prévaudra. Enzo, t'allais dire un truc. Après, honnêtement... Vas-y Thibaut. Vas-y. Non, vas-y, Enzo. Non, c'était rapidement pour dire que le problème va aussi se poser l'année prochaine pour le Tour de France, parce que Arkea va descendre. Cofidis, c'est pas dit qu'il reste en World Tour, parce que Astana, la remontée qu'ils sont en train de faire, attention. Et on pourrait se retrouver du coup avec 2 équipes françaises en World Tour et 3 équipes en Pro Tour, pas forcément avec une invitation automatique pour toutes les courses par étape UCI. Ouais, après Arkea, j'attends de voir ce qui va se passer. Ça pourrait descendre et disparaître complètement. Ça c'est aussi une possibilité. À voir aussi comment ça va. Est-ce que Ineos va piquer le sponsor de Bernaudo? Est-ce que Ineos... Ah oui, après... Là, c'est la spéculation, mais ouais. En l'état actuel des choses, le problème pourrait devenir beaucoup plus important. Mais après, on n'est pas aussi à l'abri d'avoir un sponsor qui se retire pour X ou Y raison. C'est aussi ce qu'on voit très souvent dans le vélo, quand tu as des équipes vraiment, des pro teams qui commencent à pousser vraiment très très fort. C'est ce qu'on a vu avec Alpecin par exemple il y a quelques années. On a vu cette équipe monter en puissance avec Mathieu Van Der Poel. Tout simplement, à un moment donné, tu vois, la CCC, pourtant il y avait des bons coureurs à la CCC, puis à un moment donné la CCC a mis la clé sous la porte. Donc il y a aussi, j'ai l'impression, c'est un peu l'histoire du cyclisme depuis 40 ans. J'ai aussi un peu l'impression qu'il y a une sorte de renouvellement un peu naturel qui finit par se passer, par s'exécuter. Intermarché aussi, visiblement, apparemment c'est réglé, mais il y avait aussi des soucis de pognon en début de saison, donc on sait pas. Voilà, on sait. Puis Lotto, je crois que Lotto était aussi à la recherche d'un sponsor supplémentaire. Donc voilà, on verra. D'un sponsor de remplacement. Voilà, donc sponsor de remplacement, donc voilà, on sait pas, il peut aussi y avoir, malheureusement, c'est aussi l'histoire du vélo, des sponsors qui renoncent et aussi des places qui se libèrent de cette manière. On attaque sur Milan-San Remo. C'est parce que en fait, le nerf de la guerre dans cette affaire, ça reste l'argent. Oui. Et on va pas se mentir, c'est quand même la première des passes d'armes qu'on va avoir et qui va quand même rythmer un peu cette réforme du vélo. Entre Richard Ploug, qui est un peu le propriétaire et l'instigateur de Wine Cycling, qui a déposé sa marque, et ASO qui est propriétaire du Tour de France. Donc là, on a les premières paroles d'armes entre les deux, et ça ne fait que commencer. Ça se trouve, ils vont nous remettre la demi-équipe, Allez savoir. Vous n'avez pas connu ça, vous, la demi-équipe, vous étiez trop petit? Non, pas du tout. Tour de France 1994, si je dis pas de conneries. Carrément pas né, en fait. Hein? Pas trop petit, il est carrément pas né. Ouais. Et alors, attends, je vais retourner quand même. C'est une histoire complètement atypique, cette histoire de la demi-équipe. Je pense que c'est le Tour de France. Si je dis pas de bêtises, ça doit être le Tour de France 1994. Il y avait des problèmes, je crois, pour les invités. Je sais pas comment est partie cette idée. Et on s'était retrouvé avec. Je suis sûr que ça existait. Et on s'est retrouvé avec je crois qu'il y avait une moitié. C'était la Polti.
et l'autre moitié, je crois, il y avait 3 équipes il y avait 3 coureurs d'un côté et 6 de l'autre, ou alors attendez, c'est le tour 95. Je suis sûr et certain que je délire pas avec ça. Je vais retrouver parce qu'en plus je l'ai vu il y a pas très très longtemps ce truc-là. Donc voilà, je vous retrouverai l'histoire en cours de podcast, mais voilà, on terminera avec l'histoire de la demi-équipe. Ça a existé qu'un an, mais ça se trouve ils vont nous mettre une équipe avec 4 mecs de la Tudor et 4 mecs de Uno X, ou 4 mecs de la Total et 4 mecs de Uno X. Enfin bon, voilà, je crois que le sujet était revenu il y a une année, mais Christian Prudhomme avait dit que c'était pas du tout d'actualité. On y va sur Milan-San Remo, les copains? Allons-y. Eh ben Enzo, on va te laisser la main pour le parcours. Est-ce qu'on est sur du copier-coller par rapport à l'année dernière, ou est-ce qu'il y a, on va dire, 2-3 plaques d'égout qui changent, ou 2-3 rues à Milan qui tournent? Est-ce qu'il y a une petite modif? Non, mais on va gagner du temps. Il y a aucune modification qui mérite d'être mentionnée. C'est du parcours tout à fait classique, une arrivée tout à fait classique sur la Via Roma, avec un enchaînement tout à fait classique pour arriver jusqu'à la Via Roma. Voilà. D'accord, on est sur copier-coller. Au niveau de la météo? Alors, au niveau de la météo, il y a eu pas mal d'excitation sur le fait qu'il puisse pleuvoir depuis le début de la semaine. Et là, à 2 jours du départ, en fait, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir le matin et le soir, mais pas pendant la course. Et ça, sur tout le trajet. Sur tout le trajet, t'es sûr qu'il n'y a pas des pluies qui sont prévues du côté de Gênes vers 14h? Non. Moi, j'ai rien. Moi, sur des radars, sur les radars Arome, Arpège et sur la météo militaire, italienne, j'ai 14h de la pluie vers Gênes. Alors, sur la météo militaire, le problème, c'est que si tu regardes les villes au-dessus et en dessous de Gênes, sur ces horaires-là, il n'y a rien. Et après, La Eguaia, t'as plus rien non plus. Donc, par contre, ça affiche quand même 30-40% de probabilité de fuite. Donc, on n'est pas sur un beau temps magnifique, mais on n'est pas sur une étape sous une pluie diluvienne non plus. Même s'il pleut, honnêtement, je suis pas certain que ça ait une influence considérable, parce que ça risquerait d'être des averses très très localisées et pas un truc hyper violent pendant 6 heures, quoi. Mais néanmoins, vu qu'il aura plu toute la nuit et tout, on peut s'attendre, et que les températures sont légères, à des routes un peu humides. Oui, il va faire 10 degrés. Après, ça va dépendre, hein, parce que vraiment, je pense qu'à partir de 6 heures du matin, il pleut plus, quasiment partout, sur tout le circuit, le parcours, pardon. Donc, on sera peut-être sur quelques routes humides, mais je suis pas certain que ce soit détrempé non plus. Enfin, on va pas être sur en tout cas, de ce que j'en vois aujourd'hui, on sera clairement pas sur une édition dantesque comme on aurait pu imaginer il y a quelques jours. Mais donc ça, Thibaut, t'as anticipé sur ce que j'allais dire, les fameuses routes qui sont humides. Même le Turquino, on monte à combien? À 1000 mètres d'altitude à peu près? Alors là, tu me poses une colle. Ouais, je crois que c'est un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Est-ce que non, c'est 532. Bon, ça. D'accord, donc là, même sur ce petit passage, on va dire, en altitude, il n'y a pas de galère, on reste... Non, c'est une grosse colline. Hein. D'accord, ouais. C'est quand même un petit deuxième catégorie. On va débuter avec les électrons libres, chers à nos amis joueurs de Side Limit. On rappelle, sur Side Limit, faut aligner un leader, un grimpeur. Enfin là, sur les courses d'un jour, faut 2 leaders, un électron libre et 2 équipiers. Donc l'électron libre, c'est le mec qui part en échappée matinale et qui peut marquer un maximum de points. Alors moi, Enzo, je voulais mettre mon Samuele Zuccarato et j'ai vu que la Polti Cometa n'était pas sélectionné, hein? Non, ils sont pas invités, c'est Nifantini qui a du coup à leur place. Ouais, donc ils sont pas invités, donc il y aura pas de Zuccarato. C'est Tonelli qui avait chopé l'échappée matinale comme ça à plusieurs reprises, je crois, depuis 8 ou 9 ans d'affilée, non? Ouais, c'est possible. Là, j'avoue, je suis pas allé vérifier. Attends, ça peut se trouver, hein. Le Maestri qui l'avait fait, de mémoire. Il y a un coureur qui Tonelli, c'est possible, oui. Après, tout le temps, tu prends Maestri, Tonelli, Zuccarato, normalement, t'as une chance sur 3 d'avoir le ticket gagné.
Ouais, donc bon, sauf que Tonelli et Zoccarato ne seront pas donc voilà, ne seront pas présents. Zoccarato d'ailleurs, je crois qu'on le verra à Cholet ce dimanche sur le Cholet Aglo Tour. Donc Enzo, pour savoir qui va prendre l'échappée matinale, bon, j'imagine qu'il faut aller plutôt du côté de la Bardiani et pas que, hein, voilà, du côté des pro teams italiennes, et que si on peut en mettre 2 ou 3 dans l'échappée matinale, on va pas se gêner, quoi. Oui, parce que de toute façon, t'as que ça pour exister sur cette course quand t'es Bardiani. Qu'est-ce que tu veux faire? T'auras personne dans le premier groupe, probablement personne dans le second groupe, et si t'es dans le troisième groupe, c'est peut-être déjà fini. Donc si tu veux une petite chance d'exister, t'es obligé d'envoyer quelqu'un à l'avant. Ils ont des Tarozzi, ça peut être pas mal. Bah moi je pense que Tarozzi c'est le mec sûr. À mon avis c'est. Tarozzi c'est pas mal. Ouais. Et sinon de l'autre côté chez Vini Fantini, l'Ukrainien Tsarenko qui est pas mauvais. Mais pareil, il a aucune chance de bien figurer, mais pourquoi pas prendre l'échappée. De toute façon, c'est pareil, c'est ce genre d'équipe. Ils n'ont pas le choix, il faut envoyer quelqu'un devant si tu veux exister un petit peu. Et là, plus un Balmer, perso. Ouais, peut-être, possible. Après, honnêtement, là, c'est Tarozzi, je suis plutôt confiant. Moi aussi. J'avoue. Moi très. C'est un mec indice de confiance 90%. Ça paraît pas loin. Non, si je devais prendre un nom, je dirais Tarozzi. Ah. Après, moi, je me posais quand même la question, un mec comme Marcelluzzi, par exemple. Ah, tu vois, il va plutôt bien. Pipo Fiorelli, c'est pareil. Tu vois, c'est des mecs assez forts qui peuvent aller très très loin. On rappelle que la dernière échappée matinale qui l'a mise au fond, c'était Marc Gomez, coureur breton en 1982. D'ailleurs, il y a le Ravito, hein, l'émission sur YouTube qui avait fait un super reportage sur lui il y a 2 ans. Je vous invite à aller le voir. Il avait raconté sa victoire complètement hallucinante sur Milan-San Remo, comment il l'avait gagné. Il avait 27 ans, il était né au pro. Voilà, on parle d'un autre temps. Toi, Thibaut, du côté de la Bardiani, où est-ce que Thibaut, est-ce que tu vois peut-être pas aussi peut-être une équipe qui tactiquement pourrait essayer d'en mettre un dans l'échappée matinale, peut-être pour servir de relais un petit peu plus tard à un leader sur une équipe un peu plus grosse? Non, je pense pas, mais je pense que sur une équipe un peu plus grosse, Romain Combo, c'est une valeur sûre. Ouais, parce que du côté de... il l'était déjà l'année dernière, non? Exact. Mais sur les grands événements, en général, Romain Combo, il est toujours devant, quoi. Enfin, c'est limite une valeur sûre. C'est un peu son leitmotiv à la Tarozzi cette année, quoi. Donc je rappelle, hein, quand on joue en Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 sur Side Limit, faut utiliser les coureurs qui sont sous licence sur Side Limit. Il faut... Attends. Cache-transfert. Il est là. Ah bah ouais. Bah clairement, lui, il y va pas, je comprends pas. Je crois qu'il a pas loupé une échappée depuis qu'il a commencé l'année, non? Ouais. Ah bah, je dis une connerie, il est pas là? Si, il est là, non? Attends. Si, Baptiste Verstropper, si, il est là, il est au départ. D'accord. Pour l'auto. Ouais. Ah lui, il sait, ça m'a échappé. Il a empilé les échappées depuis le... Ah oui, il arrête pas. Mais je crois qu'il en a pas loupé une, hein. D'accord. Surtout. Oui. La moitié des courses desquelles il a pris le départ, il est en échappé. Ouais, c'est vrai. Donc là, pour Milan-San Remo, honnêtement, je pense qu'on peut le voir devant. Ouais. Ça, en plus, on n'a pas Arnaud Delis, donc il n'y aura pas de gros leaders à protéger, mais c'est vrai qu'il cumule déjà quasiment 500 bornes d'échappée depuis le début de l'année. Ce qui est assez colossal, hein. En fin de saison, généralement le coureur qui s'est le plus échappé on va dire dans les équipes pro, généralement c'est un petit peu moins de 2000 km. Donc quand on arrive à la mi-mars et qu'on a déjà fait 500 bornes à l'avance et qu'on est chaud. Ouais, effectivement, Verstropper. Donc sur la Ligue 4, vous pouvez, pour ceux qui connaissent pas bien Side Limit, hein, sur la Ligue 4, vous pouvez utiliser l'intégralité des coureurs de la start list, hein, ce qui s'appelle prendre un stagiaire. Et voilà. Et sinon, si vous êtes Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, faut utiliser donc les coureurs qui sont sous licence sur Side Limit, donc à savoir les coureurs d'Israël, les coureurs de la Tudor ou les coureurs de la Bardiani. Du côté d'Israël, pourquoi pas un Pierre-André Côté, hein. Moi je pensais peut-être plus à Mathis Loubel. Je sais pas.
Louvel, je sais pas s'il se projette tant que ça à l'avant après. Après, c'est Israël, le leader, c'est Corbin Strong, clairement. Oui. Ouais. Donc, à Après, il y a Jake Stewart qui est en balance pour avoir un co-leadership, on va dire, mais techniquement, c'est Corbin Strong la carte. Voilà. Donc, est-ce que Côté pourrait pas, dans la Chypressa, pourrait pas servir à Corbin Strong, par exemple? Possible, c'est le risque, mais après, est-ce que sur ce type d'effectif, tu sais que un peu, bon, c'est un monument qui est ouvert, mais que ça se joue quand même relativement entre monstres sur ces dernières années, avec cette génération de super punchers. Est-ce que c'est une équipe qui va vraiment préserver, tu vois? Moi, je pense que s'ils claquent un top 10, ils seront contents. Strong dans le top 10, c'est pas un truc qui est totalement délirant. Après, c'est vrai que Côté, on peut, voilà, pour moi, ça fait partie du style d'équipe qu'on peut envoyer à l'avant pour servir un petit peu de relais un petit peu plus tard dans la course. Après, voilà, il y a un mec comme Taco. Taco l'avait fait une année, l'échappée matinale, ça avait été le dernier qui avait été repris, non? Il me semble. Si je dis pas de conneries. Possible. Ouais, il me semble qu'il y a 2-3 ans, il avait été repris à une quarantaine de bornes de l'arrivée. Bon, et écoutez, on va basculer sur le scénario de la course. Et alors là, il y a énormément de choses à dire. Donc, Enzo, on a parlé du vent ou pas? On a surtout insisté sur la pluie. Non, pas encore. Le vent, alors pas très fort. Et de ce que j'ai pu voir, sur toute la partie dans la plaine, dans les terres, va être plutôt défavorable. Et une fois qu'ils vont arriver vers Gênes et qu'ils vont longer la côte, après la descente du Turquino, en fait, sur les 140 derniers kilomètres, on va être sur un vent au départ plutôt nord-est, ce qui fait qu'il va être portant. Et plus on va avancer, plus on va arriver vers l'Aiguilla, vers la Chypressa et le Poggio, plus il va souffler en provenance de l'est. Donc toujours favorable, mais un petit peu moins de dos. Et il soufflera de plus en plus fort. Moi, par exemple, sur les radars, là, j'ai en bas à Gênes du 4 km/h, et plus tu vas arriver vers San Remo, plus tu vas augmenter sur les 15-16 km/h. Pour moi, ça s'arrête. Je vois que ça s'arrête à 12. Enfin bref, on va être aux alentours de 15 maximum, quoi. Mais je sais pas. Là, pour la force du vent, j'attendrai vraiment samedi pour me prononcer. Mais on va pas avoir des énormes bourrasques non plus. Mais plutôt favorable, apparemment, dans la deuxième moitié de course. Ce qui est vraiment donc absolument pas bloquant. Non. Ce qui est vraiment hyper intéressant sur ce Milan-San Remo, c'est vrai que stratégiquement, ces dernières années, on résumait vraiment Milan-San Remo quasiment à la montée du Poggio, et là on commence un petit peu à regarder ce qui se passe avant et tactiquement comment les équipes vont s'organiser en amont. On va parler de la Cypressa, on va parler du Turquino, qui deviennent des endroits un petit peu qui deviennent importants. Enzo, moi je me rappelle que dans tes previews, chaque année tu fais une analyse du vent précisément sur la Cypressa, avec notamment cet endroit, pas la Cypressa, sur le Poggio, avec précisément l'endroit le plus pentu de la pente. À un moment donné, il y a un petit lacet, une petite remontée à 7%. Souvent, cet endroit est décisif dans le Poggio. On sera comment au niveau du vent précisément à cet endroit? Sur les 2 derniers kilomètres du Poggio, tu as un vent 3 quarts d'eau majoritairement. C'est plutôt portant. Quelques petites portions plutôt de côté, mais jamais de face. Donc il y a rien qui va les empêcher. D'accord. D'attaquer. D'accord. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant. Donc Enzo, toi, comment tu scénarises un petit peu ce Milan-San Remo? On sait que du côté des UAE, ça parle d'IA maintenant depuis plusieurs semaines. Comment, pour toi, le scénario de course, comment ça se passe? À quel moment les UAE vont chercher à mettre le pied sur le ballon? Est-ce que tu vois d'autres équipes pour les accompagner, pour durcir la course? Comment t'imagines le bordel? Déjà, je pense que si d'autres équipes durcissent la course, faut être débile pour faire ça, parce que tu vas juste travailler pour Pogacar. Là, clairement, plus la course va être difficile, plus ça va l'avantager lui. Donc non, l'UAE va prendre le contrôle, et je pense même qu'on devrait leur laisser le contrôle dès le départ.
Tu leur laisses vraiment 280 bornes à contrôler. Ça, c'est leur problème, c'est eux qui gèrent. Et ça va embrayer juste après la Higuaïa, en fait. Dès qu'ils vont arriver dans le Capo Mêlé, ça va commencer à enchaîner ici. Et par contre, le rythme va pas descendre. Et Wellens a encore parlé de faire la Cipressa sous les 9 minutes. Je crois que le record actuellement il est à 9-15, 9-16. C'était Colombo qui l'avait fait derrière Dernier l'année où il a gagné en 96. En attaquant dans les motos. Donc là, je sais pas. L'année dernière, honnêtement, je pense qu'ils pouvaient le faire s'ils avaient su se placer au pied de la Cipressa. Ils ont fait un peu n'importe quoi. Ils se sont complètement perdus juste en rentrant dans la côte. S'ils sont bien placés, honnêtement, je vois pas comment ils pourraient ne pas passer sous les 9 minutes. La vraie question, c'est est-ce que Pogačar va attaquer vers le sommet, ou est-ce que il va lui rester encore 2 équipiers pour l'emmener jusqu'au Poggio et un Wellens qui va faire le pied du Poggio comme un taré pour préparer l'attaque de Pogačar, un peu comme d'habitude. Là, j'avoue que j'ai pas encore trop réussi à me décider sur ce qu'il va faire. J'ai vu une vidéo de Pogačar qui s'entraîne depuis 2 jours avec Bonifacio. Donc, on peut imaginer qu'ils ont fait la descente de la Cipressa en reconnaissance tous les deux. Parce que Bonifacio, pour ceux qui savent pas, même si je pense que c'est très connu, il est du coin et lui, c'est toujours le gars qui aimait bien attaquer au sommet de la Cipressa pour faire la descente comme un gros taré. Il la connaît par cœur. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Il lui a donné du coup, Bonifacio lui a donné des indications sur comment virer et à quel endroit virer correctement et à quelle vitesse dans cette descente. Donc, ma question, Enzo, Bonifacio est-il un threat à la nation? Non, je pense qu'il avait juste besoin d'un gros chèque, on ne sait pas. Hein. Sparring partner, hein. Ils ont inventé un concept, le sparring partner. C'est la première fois que j'entends ça, moi. Le sparring partner en cyclisme. Il a une équipe, Bonifacio, cette année? Je crois pas, parce qu'il était chez Vini Fantini l'année dernière, de mémoire, et il n'a pas été reconduit. D'accord. Il n'a pas été reconduit. J'avoue, j'ai pas suivi après derrière. Le sympathique Nicolo passé par la Total Energy. Alors, si je peux finir là, du coup, mon argumentaire. Vas-y, imaginons que UAE se chie pas et qu'ils arrivent à garder 2 mecs en haut de la Cipressa. Wellens fait le train au pied du Poggio et Pogačar part au même endroit que d'habitude. Si tu regardes les 2 dernières années, en fait, il y a un truc qui est très intéressant à noter, c'est que sur la première accélération de Pogačar, il n'arrive pas à se détacher. En fait, personne ne se détache sur la première accélération. En 2023, c'est sur la deuxième accélération, celle de Van der Poel, que l'écart se creuse. L'année dernière, Pogačar creuse un petit écart au moment de sa deuxième accélération. Donc, c'est pas la première accélération dans les forts pourcentages qui crée l'écart, c'est la deuxième. La question, c'est est-ce que Pogačar va être capable de mettre cette deuxième accélération, ou est-ce qu'un mec comme Van der Poel, comme en 2003, va être capable d'en garder pour lui-même essayer de faire péter le groupe sur la deuxième. Il y a eu une sorte de tendance qui s'est créée depuis ces 2 dernières années là sur le Poggio. Donc je suis assez curieux de voir si ça va continuer ou non. Après, je dois avouer que le solo de Pogačar depuis la Cipressa, si on me demande aujourd'hui, je dis non, c'est pas ça qui va tenter. Alors Thibaut, moi je vais rebondir sur des propos de Guillaume Di Grazia sur Eurosport, qui a sorti une indiscrétion. Guillaume Di Grazia a eu Thomas Voeckler au téléphone. Voilà, c'est ce qu'il a raconté sur Eurosport. Guillaume, je ne travestirai pas tes propos, vous l'avez entendu comme moi. Et donc Thomas Voeckler a expliqué en off à Guillaume Di Grazia que pour lui, les UAE, si Pogačar voulait vraiment s'assurer la victoire, les UAE devaient durcir dès le Turquino à 150 km de l'arrivée, embrayer à cet endroit-là. Thibaut, est-ce que c'est un scénario que t'imagines, à savoir une course durcie vraiment très 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 tôt et les UAE qui épaillent un petit peu tout le monde? C'est possible. C'est tout à fait ce que j'envisage aussi. Après, c'est pas dit que ça se calme pas après, mais le fait est que si tu fais quand même une grosse montée du Turquino, tu vas créer une sorte de pré-fatigue sur certains organismes et déjà une fatigue qui va être au-delà d'être physique, qui va être mentale. Et puis il y a quand même
ces routes, ces potentiels états dans la descente du Turquino. Est-ce qu'on aura une descente humide ou pas? Parce que si la descente elle est humide, il y a potentiel risque de scission dans cette descente et là, tu peux embrayer. Et puis, enfin, moi, en fait, ce qui me pose question, c'est cette composition des Emiratis, parce que honnêtement, elle est pas non plus optimale pour un rythme dans la Cipressa. Mais par contre, moi, quand je vois aligner des Vegard Langen, Nils Politt et Domen Novak, je me dis que Novak, il va servir pour les capis et les deux autres, ils vont être là pour embrayer des gènes limite. Donc il y a quand même du gros moteur avant. Je pense que potentiellement ça peut se durcir avant les capis. Moi, je suis plutôt de cet avis-là. En plus, le petit vent d'eau, alors même si c'est pas un vent qui est monumental, route humide, ça peut durcir. Alors, je pense que ça aurait été mieux pour effectivement qu'il pleuve des trompes d'eau, mais on va pas non plus avoir des conditions qui seront totalement safe. Moi, je pense aussi effectivement qu'ils peuvent commencer à faire du tri dès le Turquino, non pas pour sortir des leaders, mais pour isoler des leaders, commencer à épailler des mecs et essayer de faire en sorte que le plus de leaders possible soient, on va dire, isolés en haut de la Cipressa, et qu'en bas de la Cipressa, voilà, si on va dire Van Der Poel a 2 équipiers, pour lui c'est facile en fait. Si les UAE, je pense que pour moi l'objectif des UAE, ça va être véritablement de se retrouver en surnombre, on va dire, entre le haut de la Cipressa et le bas de la Cipressa, et ensuite de faire un petit peu les comptes à ce moment-là. S'il y a 10, 12, 15 coureurs mais qu'il n'y a plus d'équipiers en haut de la Cipressa, après tout, il n'y a absolument rien qui interdit à Pogačar de se barrer en haut de la Cipressa. S'il n'y a pas d'équipier pour rouler derrière, c'est ce qu'on verra traditionnellement dans les échappées. Quand il y a un mec qui attaque et que derrière il y a 8-10 mecs qui n'ont pas d'équipier, personne ne veut sacrifier pour l'autre, et derrière c'est gagné. Donc c'est pour ça que je suis un peu de cet avis-là. Je pense qu'ils vont véritablement, et ils se sont préparés pour ça, qu'ils vont chercher à épailler tout le monde très très tôt, et qu'en gros il y a une course qui va durer, le haut de la Cipressa, on est au 133e kilomètre, le haut du Turquino 133e, 269e le haut de la Cipressa, donc on a finalement un effort de 130 bornes, et derrière ça sera un petit peu à Poggi de faire la différence, et je pense que ça peut bombarder à toute patate. Toi, tu le vois pas trop comme ça, Enzo? Non, mais même si la course, on va dire, c'est celle qui est peut-être la plus imprévisible au niveau des monuments, en tout cas au niveau des résultats, au niveau du scénario, t'as quand même certaines choses qui semblent revenir, et Pogačar, c'est pas la première fois qu'il s'aligne, et pourtant il a jamais réussi à faire la différence. Alors oui, je dis pas, non mais oui. Mais je dis pas, avec lui, j'ai plus envie de dire non, c'est impossible. Honnêtement, gagner un championnat du monde en partant en contre à 100 bornes de l'arrivée, voilà, je ne pensais pas ça possible, il l'a fait. Mais je sais pas, même une attaque de la Cipressa, derrière, tu vas te retrouver avec un groupe où il y aura très probablement Pedersen, Ganna, Pidcock, Van Der Poel à minima. Et ces mecs-là, c'est des mecs qui roulent, c'est pas des mecs qui vont se regarder. Tu vois, et ça roule bien, hein. On va pas être sur je sais pas. Pour moi, c'est trop risqué. S'ils ont pas d'équipier, il y en a toujours un qui va un peu sucer les roues, et ils vont pas pouvoir, celui qui va faire le plus d'efforts, en fait, c'est celui qui va perdre. Tu vois, donc, non, mais après, la dynamique du groupe 2, je suis d'accord avec vous, la dynamique du groupe 2, je suis entièrement d'accord. Mais quand j'imagine la composition de ce groupe et que je vois le nom des mecs, c'est des mecs qui roulent, c'est des mecs qui jouent, tu vois. C'est pas des triches. Même un Pidcock, pour moi Pidcock est là, et le mec joue, le mec triche pas, le mec filoute pas. On l'a vu sur l'estrade, et à aucun moment il s'est posé des questions. Alors, je suis pas un grand fan du coureur, ni oui, parce qu'il était devant pour la gagne, il était pas derrière pour rattraper. Ouais, mais je pense qu'il aurait la même mentalité. Ce truc-là, tu l'as ou tu l'as pas, Mais pour revenir quand même à Tadej Pogačar, c'est que souvent sur certaines courses qu'il n'a pas remportées, qu'il a remportées après, il a fait des erreurs. Il les fait jamais 2 fois. La première année,
Tu l'as dit, hein, sur le Poggio, il a mis je sais pas combien d'attaques et dès le pied. La deuxième, il a corrigé, il en a mis une bonne, puis une seconde, pardon, et la seconde était la bonne avec Mathieu Van Der Poel qui le rejoint. Je pense qu'il a compris quand même que ce serait compliqué de s'isoler dans le Poggio. Donc, faut tenter autre chose. Et il l'avait dit dès l'année dernière. Faudra sans doute que je revoie ma copie et que je tente une autre stratégie. L'autre stratégie, elle est claire, elle est simple, c'est épailler un maximum la Cipressa. Et si le groupe il est faible et que tu t'isoles, tu te donnes un maximum de chances d'aller au bout. Et s'il y a un mec en fait dans le peloton qui peut faire ce coup de la Cipressa, c'est bien Tadej Pogačar. Alors, je suis d'accord sur le principe. Maintenant, si on se replace l'année dernière, pour moi, c'est pas Pogačar qui fait une erreur, c'est que le plan n'a pas été exécuté comme il l'avait prévu. Je suis désolé, mais si UAE est en place au pied de la Cipressa, à aucun moment, Philipsen est dans un groupe qui peut rentrer. Et du coup, Van Der Poel est obligé de rouler avec Pogačar, alors que Van Der Poel, il l'a dit lui-même, j'avais pas les cannes, et c'est en partie pour ça qu'il a pas roulé avec Pogačar. Et si la Cipressa est montée au rythme où elle devait être montée, avec une équipe UAE en place comme elle aurait dû l'être, c'est pour ça que moi je pense vraiment que cette année, la tactique va être la même, à voir si l'exécution sera aussi pourrie ou non. Et encore, quand je dis pourrie, c'est vraiment, tout est relatif, tu vois, parce qu'ils sont quand même montés vachement vite. Mais c'est Del Toro qui se fait reléguer derrière, qui est obligé de remonter pour tirer. Wellens qui est obligé de tirer un petit peu aussi, et c'est lui qui doit faire encore le rythme dans le Poggio après. Je sais pas si on se rend compte de comment ça a fait péter dans le Poggio, alors que Wellens avait déjà dû rouler dans la Cipressa. Si UAE est en place dès la Cipressa, honnêtement, je pense qu'il a pas besoin de partir dès la Cipressa. Hein. Il a pas besoin de partir parce que dans sa deuxième accélération dans le Poggio, il n'y aura personne qui pourra le suivre. Il y a le meilleur coureur du monde sur les efforts de 20 secondes, à savoir Mathieu Van Der Poel. Et je pense qu'il a vu la forme de Mathieu Van Der Poel. Il sera obligé de rouler, et Van Der Poel, l'année dernière, il a pas roulé parce que, oui, il y avait Philipsen, d'accord, mais là, il y aura certainement pas cette excuse, parce que Philipsen, déjà, ça reste à voir dans l'état où il est, même s'il va s'aligner. Et surtout, Van Der Poel l'a dit, j'étais cuit. Il dit, je ne pouvais pas faire plus, je ne pouvais pas rouler, de toute façon, je ne pouvais pas gagner cette course. Et si je roulais, mais à l'instant T, c'était sa course de reprise. C'était sa course de reprise, faut le rappeler. Cette année, il a plus de courses dans les jambes. Du coup, il va arriver avec une condition qui est différente. Il nous a montré sa condition. Il est en forme. Est-ce qu'un Tadej Pogačar a envie d'arriver avec un Mathieu Van Der Poel, alors que la dernière fois qu'ils sont arrivés en mano à mano dans un sprint à deux, Tadej Pogačar a fait quatrième. Mais parce qu'il est complètement con. Enfin, il était complètement con. Moi, je vais vous poser une question, les gars. Mais sur un sprint de 250 mètres, je mets mon billet sur est-ce que Tadej Pogačar a envie d'arriver au sprint avec Mathieu Van Der Poel? Non, absolument pas. C'est pas une question d'avoir envie. Mais à un moment, si t'as pas le choix, une fois que t'es là, vous êtes deux, qu'est-ce que tu fais? T'attends 150 mètres ou 250 mètres, tu dis même si c'est moi qui suis devant, je lance. Oui, mais en sachant que quand t'attaques et tu te fais jamais rejoindre parce que les mecs se regardent constamment derrière, est-ce que ta meilleure stratégie, c'est pas justement d'essayer de t'isoler et de gagner le maximum d'avance avant le pied du Poggio? Pour moi, si, et en plus les conditions sont favorables, il sera pas freiné par le vent. Donc il y a tous les ingrédients qui sont réunis pour l'encourager à tenter ce coup. Mais après, lui, à partir du moment où il n'arrive pas tout seul dans la dernière ligne droite, il est perdu parce que ça lui arrive jamais. Il sait pas comment faire, il sait pas quoi faire. Tu vois, il est là, il comprend pas. Tu vois, il dit, pourquoi je suis pas tout seul? D'habitude, il est toujours tout seul. Il y a personne qui suit à part Vingegaard une fois de temps en temps sur les montagnes, tu vois. Mais là, t'as un mec dans sa roue, il se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu me veux? Moi, je vous pose la question. Pogačar en bas de la Cipressa, pour aller au bout, il lui faut combien d'avance, on va dire, sur un groupe de 10-15? De toute façon, s'il est tout seul en bas de la Cipressa, ça veut dire qu'il a, on rappelle, c'est qu'il n'y a plus personne derrière. Hein. Ouais, voilà, ça veut dire qu'ils ont épaillé tout le monde. Le record, là, il a battu le Strava de la Cipressa 8,36, c'est ça, Enzo? Derrière dernier, oui, mais derrière Scooter. Hein. Bon, d'accord, ok. Mais pour toi, Enzo, en bas de la Cipressa, avec un groupe, on va dire, de 10-15 derrière et pas d'équipiers, on va peut-être un peu poireauter pour essayer de retrouver de la main-d'œuvre. Il lui faut combien en bas du Poggio pour aller au bout? Je vais te poser une autre question. À part Vingegaard, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un rentrer sur un Pogačar qui a pris au moins 5 secondes?
C'est vrai que... Il y en a qui vont dire... Il y en a qui vont dire le peloton sur UAE, ils sont bien revenus sur lui alors qu'il était échappé sur une étape de sprint. Non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Un Pogacar qui a j'ai bien compris. Moi, on m'a donné cet exemple foutreux, mais le mec il s'amusait, il était là, il était au cirque Pinder, voilà, c'est tout. non, mais en fait, pour moi, c'est même pas une question. S'il arrive à créer un vrai écart, pas juste sur une accélération comme au sommet du Poggio où il va prendre 15 mètres sur Van Der Poel, vraiment creuser un vrai écart qui va se compter en au moins 5 secondes, j'ai pas souvenir d'avoir vu quelqu'un le reprendre. J'ai pas souvenir. Non. Donc j'ai envie de dire 5 secondes. Ouais. Moi je pense qu'il y en aura 30. Mais au pied de la descente. En bas de la descente, ouais. Je pense qu'il peut avoir 20-25 secondes d'avance. Ah non, parce que t'as des tarés comme au moins Pidcock et Van Der Poel qui vont faire la descente comme des cinglés et qui vont combler parce que il reste moins bon descendeur que quand même. Tu vois, par exemple, si au sommet du Poggio, il a moins de 3 secondes d'avance sur Van Der Poel rentre. S'il a plus de 3 secondes, je pense qu'il va au bout tout seul. Moi, je pense que le seul zinzin qui peut accompagner, effectivement, grâce à ses talents de descendeur, qui peut accompagner Pogacar, si ça attaque dans la Cipressa, c'est Pidcock. Pour moi, la Cipressa est une ascension de 9 minutes qui est beaucoup plus favorable à Pogacar pour lâcher Van Der Poel que le Poggio qui est une ascension beaucoup plus courte. Alors certains vont me dire oui, on va me remettre le podcast dans la gueule de Tirreno où j'ai dit que je le voyais pas passer la dernière ascension. Bon, il a quand même dit à l'arrivée qu'il était vraiment à la limite de la rupture. Bon, c'était une ascension qui était plus longue que la Cipressa, mais il est quand même vent de face, il est quand même arrivé pendu au niveau de l'ascension, il l'a quand même reconnu lui-même, il était ultra limite. Mais si effectivement Pogacar doit isoler Mathieu Van Der Poel. Je pense que sur le Noker, le problème Jasper Philipsen avec sa chute dans le sprint final, le problème Jasper Philipsen a été réglé. Maintenant, il a le problème Mathieu Van Der Poel. Je pense que ça n'a jamais été un problème, honnêtement. Philipsen, il a eu son monument. Maintenant, je pense que Mathieu Van Der Poel lui offrira pas chaque année. Non, donc maintenant, le problème, il était déjà résolu. Et il y a plus de questions à se poser. Offrir, c'est pas le mot. Offrir, c'est pas le mot, les gars. Je suis désolé. Van Der Poel ne pouvait pas gagner l'année dernière, il l'a dit, il lui a pas offert. Offert, c'est pas le mot. C'est pas le mot. Si les deux sprints, bon. Ouais. Mais il était cuit, il l'a dit. Sauf s'il était en fringale, hein, mais bon. Oui. Non, mais il l'a dit, je n'avais pas les jambes, je ne pouvais pas gagner. Ouais, c'est peut-être aussi une justice pour. Heureusement que Philippe était derrière. Non, mais à un moment, genre, pourquoi lui il dirait non, j'avais pas les jambes. Il ne voulait pas rouler. Il ne voulait pas rouler parce qu'il ne pouvait pas. Ouais, mais il fallait vraiment qu'il soit en fringale, hein, vraiment, parce qu'il restait 3 bornes, on était sur du faux plat descendant pour aller jusqu'à San Remo. Enfin, il avait fait le plus dur, quoi. Donc. Mais c'est pas le problème, c'est quand on lui dit, lui, il se sent pas les cannes. Philipsen derrière dit, moi, je suis là, je suis pas trop loin. Oui. Ok, bah vas-y, banco, tu vois. Mais il lui a pas offert, il ne lui a absolument pas offert. Sur un mec que tu vas dominer au sprint 9 fois et demi sur 10, vraiment pour dire j'ai pas les cannes, alors que t'es à 3 bornes de l'arrivée, sur un faux plat descendant, pour dire j'ai pas les cannes, c'est que t'es en fringale, en fait. Voilà, c'est 9 fois et demi sur 10, Pogacar le bat 9 fois sur 10, il s'avance à plus de 250 mètres aussi, hein. Au sprint, Van Der Poel, Pogacar. Oui. Sur le Tour des Flandres, il n'y a pas de photo. Ouais. Mais parce que le Tour des Flandres, il fait absolument n'importe quoi. Encore une fois. Oui, il l'amène sur un sprint court. Absolument n'importe quoi. Non, il fait absolument n'importe quoi ce jour-là. Après. Et Pogacar sur un sprint long. Non, je veux dire, Asgreen a battu Van Der Poel sur un sprint long. Hein. Oui. Pas que Pour battre Van Der Poel, il faut lui lancer à 250 mètres. Tu lui fais un sprint honnêtement, tu fais plus de 12 secondes de sprint. Il se rassoit. En plus, il se rassoit. C'est pas les mêmes profils, mais t'as cité Casper Asgreen, on a Bini sur le Giro qui lui a fait la même. On a l'année dernière Mats Pedersen qui lui a fait un sprint long sur Gand-Wevelgem. On sait comment le battre, Mathieu Van Der Poel. Ah oui. Après, si Pogacar veut jouer à sortir les gros muscles et à dire je te prends à 150 mètres, bah garçon, non, ça va pas se passer comme ça. Par contre, ça c'est sûr et certain. Ouais. Après, quand je dis le problème Philipsen, c'est juste que Van Der Poel peut l'avoir comme outil tactique si Philipsen est juste derrière. Et là, il ne pourra pas l'utiliser comme outil tactique s'il est un petit peu pendu en bas du Poggio. Il pourra pas refaire le même coup parce qu'à mon avis, Philipsen, à la vue de la gamelle qu'il a pris sur le Noker, je pense qu'il sera pas dans le match.
Ouais, et puis honnêtement, il y a des coureurs. Ouais, on en parlera, mais de toute façon, avec l'objectif sub 9 minutes, je pense qu'on est d'accord avec Enzo, ils vont le faire, le sub 9 minutes. Oui. Va falloir anticiper le nombre de personnes qui vont basculer au sommet de la Cipressa. Déjà, est-ce que Tadej Pogačar sera isolé ou non? Faut répondre à cette question. Et combien de personnes basculent derrière lui à combien de secondes? Et honnêtement, il y en aura pas beaucoup. Et un Philipsen, pour moi, n'est pas présent. Non plus, donc, comme un Milan. Ça règle la question. Ou un Milan Philippe. Comme un Milan, et je suis même pas loin de penser qu'un Pedersen aussi. Non. Alors par contre, Pedersen, je pense qu'il est là. Hein. Bah moi pour je suis pas sûr. Pedersen, Ah ouais. Pedersen, je pense que potentiellement pourquoi pas. Maintenant, alors ça se trouve, il va gagner Milan-San Remo et je vais passer pour un connard, mais je vais ralentir un petit peu la hype philippienne et je vais rebondir un peu sur les propos de Steve Chenel, et c'est ce que je me disais en regardant. Pedersen, tu veux dire? Ouais, Pedersen. Sur les propos de Steve Chenel, il y a souvent eu, vous vous rappelez, dans les, on n'est qu'à la saison 3 du podcast Le Coup Tordu, mais les discussions qu'on avait la première année, c'est notre 3e preview de Milan-San Remo, c'était quelle est la meilleure préparation? Est-ce que c'est sortir de Tirreno ou est-ce que c'est sortir de Paris-Nice? Et derrière, Mathieu Van Der Poel l'a gagné et il sortait d'aucun des deux. Et je me rappelle quand on avait terminé le podcast sur Milan-San Remo, Van Der Poel reprenait, il était pas dans une forme de dingue, il disait que ça allait pas et tout. Et quand on a terminé le podcast, on a raccroché et je crois Enzo, c'est toi qui as dit on avait juste éteint le bouton et t'as dit en rigolant, vous vous rendez compte quand même qu'on vient de faire une preview de Milan-San Remo, on n'a pas cité une seule fois le nom de Mathieu Van Der Poel. Donc ce jour-là, il a un peu cassé ça parce que systématiquement tous les coureurs sortaient de Paris-Nice ou de Tirreno et on est complètement sorti de ce truc-là. Voilà, on est sorti de ce truc-là. On sait que les coureurs réussissent à se préparer désormais sans forcément course de préparation. Maintenant, là où je voulais en venir, en revanche, ce qu'on sait, c'est que des fois, on a vu des Paris-Nice, on va dire, assez calmes au niveau du temps, et des coureurs sortir de Tirreno sur des Tirreno où le temps était catastrophique. Je repense notamment au Milan-San Remo, la victoire de Jasper Stuyven 2020 ou 2021 2021, je crois. 21. Avec non, 22. Attends, 21 c'est Mohoric, 22 c'est Stuyven ou l'inverse? Non, c'est l'inverse. Stuyven c'est avant Mohoric. Ok, 21 Mohoric c'est 22 alors. Ouais. Et donc on a Caleb Ewan qui termine 2e cette année-là. Et en fait, quand on prend vraiment sur cette année 2021, Caleb Ewan, il y avait une étape des murs sur Tirreno qui avait été dantesque, mais vraiment dantesque. Il y avait eu un sale temps et Caleb Ewan s'était retiré justement de Tirreno parce que le temps était trop mauvais. Et tous les coureurs qui sortaient de Tirreno cette année-là n'avaient absolument rien fait. Et les coureurs qui avaient perfait étaient les coureurs qui sortaient de Paris-Nice. Et ce qu'expliquait Steve Chenel, c'est que au niveau de la météo, en fait, on récupère pas de la même manière. Quand il pleut, on peut accumuler de la fatigue sur de la fatigue. Le corps ne fonctionne pas pareil. Et vraiment, je pense que une course sous conditions difficiles, ça peut être une mauvaise préparation. C'est pour ça d'ailleurs que les coureurs partent en stage en Espagne, là où il fait beau, parce que s'entraîner dans des conditions compliquées, c'est pour ça que Mathieu Van Der Poel a quitté l'Espagne où il faisait mauvais pour aller faire le Samin. Pour lui, le Samin, c'était une meilleure préparation. Ce que je veux dire, c'est que Paris-Nice et Tirreno, on a eu 2 épreuves qui sont quand même déroulées sous mauvais temps, et je me demande si Pedersen, notamment l'étape du samedi où le temps était dégueulasse, il fait une masterclass en montagne, un truc complètement hallucinant. Je me demande si Pedersen en a pas un peu trop fait sur Paris-Nice, un peu trop, et est-ce qu'il va pas le payer sur Milan-San Remo? Alors on va le voir, il se connaît peut-être bien, ça se trouve il a fait ce qu'il fallait, mais est-ce qu'il va pas le payer? Est-ce qu'il va pas lui manquer un tout petit peu, hein? Il va pas être à la rue, hein. Il va être bien Pedersen samedi, il y a pas de problème, mais est-ce qu'il va pas lui manquer un tout petit peu justement pour jouer la gagne sur Milan-San Remo? Moi c'est mon interrogation, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec la hype Pedersen. Non, mais on peut aussi poser la question sur le temps, parce que ces 2 éditions qui ont eu un temps exécrable. Néanmoins, Paris-Nice, on est d'accord, c'est le temps qui a été le plus dégueulasse, puisqu'ils ont eu aussi un peu de la neige. Regarde Milan-Turin. Il y a quand même beaucoup plus de grimpeurs qui sont allés du côté de Tirreno, mais par exemple, un Terrada a été totalement absent. Et lui, dans son équipe, c'était le seul qui a fait Paris-Nice. Les autres étaient plutôt sur Tirreno, ceux qui se sont montrés. Donc un Storer, par exemple, il a été en dessous un peu d'un Stork.
Donc il a été un poil plus décevant. Les coureurs qui globalement ont fait Paris-Nice ont été un peu plus en dessous du côté de Milan-Turin. Après, ouais, ils sont peut-être pris aussi un petit peu plus de transport mais oui, c'est. Je pense qu'ils ont surtout beaucoup plus froid sur Paris. Hein. Oui. Il a plu beaucoup sur Tirreno, mais je suis pas certain qu'on avait des températures. Enfin, les températures étaient pas c'était pas proche de zéro non plus, tu vois. Bah, tu t'es pas tapé de la neige, quoi. Ah oui. Non, je pense que sur Paris-Nice, t'avais vraiment la pluie, le froid qui a beaucoup joué sur Tirreno. Et une course arrêtée où tu as dû supporter le froid. Et tout ça mis de bout à bout, Paris-Nice a été beaucoup plus exigeant physiquement. Donc oui, on peut avoir des restes pour Milan-San Remo, ça je suis totalement d'accord. Et Paris-Nice, on a terminé aussi sur une étape quand même relativement compliquée. Et Tirreno, bon, c'était un sprint, on va dire, pour certains coureurs, c'était un peu de récup. Voilà, c'est ça. Ouais, un jour de récup. En vrai, c'est ça, c'est un jour de récup en plus. Mais moi, j'ai une autre question pour Pedersen, c'est est-ce qu'il y a un scénario dans lequel vous le voyez s'imposer? Juste un. Est-ce qu'il y en a au moins un? Moi, non. Top 3, ça peut, mais moi, je le vois. Je parle de gagner. Il n'y a pas un scénario où je le vois gagner. Pareil. En solitaire. Non, pareil, parce que au pire, c'est le même scénario que l'année dernière, sauf qu'au vu de la forme de Pipo Ganna est dans ce groupe-là, et honnêtement, je le vois anticiper et faire une late. Et honnêtement, je donne plus de chance à Pipo Ganna de gagner que Mats Pedersen. Mais pour moi, un Ganna peut avoir cette envie d'attaquer en solitaire. Il peut régler un sprint long. Il pourra pas régler un sprint court. Pedersen, je pense qu'il va vouloir miser sur son sprint. Je le vois pas attaquer dans le final. Sur un sprint court, il se fera battre par Van Der Poel, qui sera de toute façon là avec lui. Si Pedersen est dans le final, Van Der Poel sera là. Sur un sprint long, pour moi, Ganna le bat et même Pogacar le bat. Enfin, les dernières grosses courses comme ça, les championnats du monde 2023 et Milan-San Remo 2024, Pogacar bat Pedersen au sprint. C'est vrai. Et cette année, je pense même que Pedersen est encore moins rapide qu'avant. Alors après, c'est des courses plus usantes. Ouais. Techniquement. Mais bon, on va quand même. Milan-San Remo 2024, Pogacar le bat pour la 3e place. Enfin, il n'y a pas de secret. Et pourtant, Pedersen est emmené parfaitement par Steven. Alors après, attention, je pense que Pedersen, attention aussi, pour la première fois de sa carrière, il est parti aussi en stage en altitude, ce qu'il refusait de faire jusqu'à présent. Donc, je pense que sur son potentiel, il est bien. Je pense qu'il en a juste trop fait sur Paris-Nice. Maintenant, en début de podcast, Enzo, tu parlais des équipes. Tu te demandais quelles seraient les équipes qui seraient suffisamment, on va dire, connes pour aller durcir la course avec les UAE. Moi, je pense que Pedersen se sent ultra fort. Et je pense qu'on va voir les Lidl rouler avec les UAE au moins à un moment donné pour montrer les pecs et pour dire les gars, on est là, quoi. Une sorte de bataille d'ego mais ils vont le faire. Moi, je pense qu'ils vont le faire. Mais attends, Pedersen n'a jamais accroché le premier groupe dans le podium, jamais. Tu peux pas durcir là. Bon, vraiment, s'ils font ça, c'est débile. Pedersen n'a jamais accroché Pogacar. Genre, son attaque, il est pas loin, hein. Il est pas loin, mais il est pas là. Genre, cette année, honnêtement, je pense qu'il peut être là. Je pense qu'il peut être dans le groupe de tête dans le podium. Mais si Lidl se met à rouler en disant, ah ouais, il est trop fort, les gars, sur quelle base? Parce qu'il n'a jamais réussi à le faire. Ça reste à prouver qu'il puisse le faire. Je pense qu'il en est capable. C'est aussi pour ça que je pense qu'au niveau du sprint, il se rabatte parce que il a gagné d'un côté pour perdre de l'autre, un peu à la Philipsen, même si Philipsen reste un meilleur sprinter dans le fond. Mais quand tu vois la balance que je veux montrer. Mais non, de toute façon, mais personne ne doit rouler avec UAE. Enfin, il y a pas de question. Il y a pas de question à se poser. Si, des équipes qui jouent le podium. Non, mais non. Enfin, mais en fait, sur Milan-San Remo, c'est ça le truc, c'est que Pogacar ne gagne pas automatiquement au départ de la course. Et tout le monde le sait. S'il y a bien une course où si tu pars battu, t'es un gros con, c'est Milan-San Remo. Mais vraiment, enfin, si tu pars avec l'état d'esprit de faire deuxième parce qu'il y a Pogacar, sur Milan-San Remo, arrête le vélo. Arrête le vélo, parce que ça sert à rien. Je suis d'accord, ils vont tous partir en se disant ça reste quand même ouvert. Oui, ah oui, ça c'est sûr. Ça fait 3 fois qu'il essaye, 3 fois qu'il se fait battre par un mec différent en plus. C'est pas genre toujours Van Der Poel qui le bat, tu vois, c'est pas juste un mano à mano, c'est 3 fois un mec différent qui le bat. Donc les mecs se disent, écoute, on a tous notre chance, tu vois. Néanmoins, dans la réflexion de Vincent, il y a peut-être une équipe qui peut le faire, mais qui peut le faire de façon
on va dire accidentelle. On a parlé du Turquino, on a parlé d'une accélération dans le Turquino. Le sommet du Turquino, on peut avoir une accélération pour être en première position pour anticiper la descente. Honnêtement, Ineos, ils vont être là. Oui. Mais après, est-ce que tu appelles ça rouler avec UAE? Non, pour moi, c'est une question de juste... Non, c'est faire leur jeu indirectement, mais momentanément. Oui, voilà. Et indirectement et momentanément. Il y a deux conditions qui sont assez reliées. Ouais, non. Mais moi, si je vois une équipe rouler en dehors de la descente du Turquino pour être sûr de bien se placer avec UAE, non, moi, je comprends pas, sincèrement, je ne comprends pas. Je pense que tu vas jeter ton paquet de chips, Enzo, là, tu vas être dans ton canapé, tu vas pas être content. Après, je verrai plus tard, parce que j'avoue que je vais pas regarder la course en entier. Le matin, il faut emmener le petit au parc. Ouais, mais t'auras un smartphone sous le coude, Enzo. Non, quand je suis avec la famille, je suis avec la famille. Non, il y a peut-être les Alpecin quand même qui peuvent se dire, oui, bon, vas-y, on a gagné les 2 dernières éditions, on va foutre un mec et puis voilà, mais après, honnêtement, en fait, ceux qui peuvent aider, c'est toujours indirectement. Pour moi, il y a une stratégie aussi un peu à adopter du côté des équipes, c'est l'approche de la Cipressa. T'es là, accélère le maximum et fais-les reculer pour retarder au maximum leur train, et histoire qu'ils soient mal placés comme l'année dernière. C'est la stratégie à adopter, quoi. Mais si tu viens rouler, c'est pour voilà. Très clairement, c'est pour leur mettre des bâtons dans les roues. Ça c'est très bien. Faut les empêcher absolument de pouvoir se mettre en place au pied de la Cipressa, qui mettent un bon kilomètre avant de se retrouver, et là c'est plus la même, tu vois. Ah bah totalement. Bon les gars, ça va être le moment de se mouiller, donc on va chercher à savoir quel sera notre petit truc habituel. Bon, après c'est un petit peu ce que vous pensez, mais vous allez donner votre pronostic. Donc Enzo, quel est ton pronostic et pourquoi tu as choisi Filippo Ganna? Non, honnêtement, j'arrive pas à faire la distinction entre ce que je pense vraiment réalisable et ce que j'aimerais vraiment qu'il se réalise. Si on regarde tous les scénarios possibles, les 2 principaux favoris, ça reste quand même Pogačar et Van der Poel. Maintenant, à partir du moment s'ils arrivent à plus que 2, c'est-à-dire s'il y a un mec en plus de Pogačar et Van der Poel, j'aurais tendance à dire que celui qui a le moins de chances de gagner, c'est Van der Poel, parce que ça va lancer de loin le sprint. Si ça lance de loin, c'est pas pour lui. Je pense que Ganna sera là. Et sur un sprint long, je pense que entre Pidcock, Van der Poel, Pogačar et Pedersen, Ganna, il les regarde tous droit dans les yeux sur un sprint de 250. Donc je vais dire Ganna. Même si je pense Pogačar. D'accord. Thibaut? Moi, je pense que Pogačar s'isole au sommet de la Cipressa. En bas de la descente, il a 25 secondes et au pied du Poggio, il a 5 minutes. Donc, Tadej Pogačar en solitaire. Réussissant le coup de la Cipressa. Moi, je vais aller. Alors, peut-être qu'il y aura Pidcock avec. Voilà, je vois bien. Pour moi, s'il y a un mec qui est tout seul. Tout seul. Pidcock fait une descente de zinzin, ce qui pourrait d'ailleurs arranger les affaires de Pogačar. Je rappelle que jouer avec excès comporte des risques. Faites du management bankroll, ne vous mentez pas à vous-même. Définissez-vous un budget de base et jouez des petites portions de votre bankroll. Vous n'aurez jamais de galère. Donc ne faites pas n'importe quoi. Les paris sportifs, ça peut être un véritable drame si on s'y prend mal, mais quand on s'y prend bien, ça peut aussi bien se passer. Moi, ça sera... Un petit mot sur Pidcock. Ouais. Un petit mot sur Pidcock, que j'ai défendu bec et ongle quand il prenait des relais sur l'Estradé. Si il est tout seul avec Pogačar après la Cipressa, il n'y a pas un monde où il doit prendre un relais. Pas un. C'est hors de question. S'il le fait, il est bête. Voilà. Autant sur l'Estradé, ouais, je comprends. C'est logique. Mais là, non. Non. Il y a absolument aucune raison de le faire. Voilà.
pour fermer la parenthèse. On revient d'ailleurs sur les relais qu'il a pris à Pogačar sur l'Estrade Bianche. Thibaut, finalement, on a un petit peu la réponse dans Bistro Vélo quand Pavel Sivakov a expliqué pourquoi il avait roulé avec Tadej Pogačar. Je pense que la réflexion de Pidcock était exactement la même. Ah oui. Non, mais Pidcock, lui aussi, c'est l'un des seuls qui partait pas battu en interview et qui disait que non, Tadej Pogačar, je suis là pour le battre. Tu vois, je suis pas là pour la deuxième place. Donc que un Pavel Sivakov, il savait très bien qu'il jouait la médaille. Et puis, enfin, il y a une différence entre jouer une victoire et jouer un titre mondial et même une médaille mondiale. C'est pas donné non plus tous les ans. Donc il y a une différence entre l'Estrade et un mondial. Ouais, mais en fait sur le parcours, en fait, si tu roules pas sur l'Estrade ou sur le parcours de Zurich, Pogačar, la moindre bosse, il t'en place une parce qu'il va pas juste se traîner un boulet. Là, après la Cipressa, c'est la descente, le plat et le podio. C'est-à-dire que si tu ne roules pas avec lui, à aucun moment il peut t'attaquer sur le plat. Il va attaquer dans le podio parce que de toute façon il va le faire. Et toi, tu t'accroches. Enfin, tu t'accroches. C'est très facile à dire, encore une fois, posé sur mon canapé. J'entends. Mais non, en fait, la situation, le parcours est tellement différent. Sur l'Estrade, tous les 10 km, il pouvait t'en placer une dans la tronche si tu roulais pas avec lui. Donc, tu es obligé de rouler pour montrer un peu passe blanche et se dire, ok, plus je me rapproche de l'arrivée, plus mes chances augmentent. Si je roule pas, il va me lâcher à 70 bornes de l'arrivée et je suis dans la pampa, c'est mort. Sur Milan-San Remo, si t'es avec lui après la Cipressa, à quel moment, à part dans le podio, il peut t'attaquer? Et dans le podio, il va t'attaquer sur quoi? Du 4%. Mais ça suit. Enfin, je veux dire, on a vu du Ghana et du Van Aert, genre des bons gros bébés suivre. Il larguera pas Pidcock dans le podio s'ils sont tous les deux. Donc juste tu roules pas, et tu le pètes au sprint. Par contre, j'aimerais revenir sur un truc sur Tadej Pogačar et ce début de saison, parce que on se dit potentiellement, ouais, il est plus prenable qu'avant. On va remettre en perspective Tadej Pogačar. Vincent, tu disais, et tu le dis souvent, que Tadej Pogačar n'est pas un coureur qui bluffe. Alors, je pense que sur la première étape du Tour des UAE, il nous a totalement fumé, puisque son objectif, c'était absolument pas de gagner. Puisque si tu gagnais, évidemment, tu partais dans les derniers, tu avais des conditions qui étaient défavorables, donc il se fait un petit kiff, mais il nous a enfumé. Première arrivée au sommet, il l'a dit, ce serait un sprint, il l'a respecté. Deuxième arrivée au sommet et dernière, donc seconde, pardon. Voilà, il a fait son petit show. Et sur l'Estrade, il a dit que ça se finirait par un sprint, donc il avait pas envie d'attaquer de loin. Pourquoi il avait pas envie d'attaquer de loin? Pour moi, la réponse, elle est simple, c'est que Tadej Pogačar ambitionne aussi de faire Paris-Roubaix. Et si tu ambitionnes de faire Paris-Roubaix, alors oui, il a un pic de forme qui va de janvier à janvier 2036, mais le fait est que s'il veut être en forme jusqu'à Liège-Bastogne-Liège, faut qu'il mesure peut-être un peu plus ses efforts. Donc faire un effort de 82 bornes, 96 bornes sur l'Estrade Bianche, c'était assez mal vu, tu vois, de sa part. Donc, à mon sens, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas vu un très grand Tadej Pogačar actuellement, mais qu'on risque de le voir du côté de Milan-San Remo sur son premier gros objectif de la saison. Oui, puis on a eu aussi un très grand Pidcock. Moi, vraiment, il m'a épaté. Donc moi, ça sera la victoire de Poggi, 3,25 de cote et la bankroll à 0,15%. Enzo. Élément intéressant. T'as dit 3,25 de cote. Cote qui paraît toujours intéressant pour Tadej Pogačar. Néanmoins, c'est un coureur auquel on donne énormément de chances de victoire sur cette Classissima. Tu donnes, et Enzo, tu pourras répondre aussi à la question, tu donnes combien de chances à Tadej Pogačar de l'emporter? En pourcentage? Ouais. Moi, je te le dis, je lui donne une chance sur 3. Pour moi, c'est soit solo, soit sprint à 2 contre Van Der Poel. Si tu rajoutes Ghana dans l'équation, il perd. Enfin, je pense qu'il bat Van Der Poel parce qu'il lance de loin. Je pense qu'il peut gagner en solo. S'ils sont plus de 2, je le vois pas vainqueur.
Ouais, sur 100 fois, ce Milan-San Remo, tu le vois gagner combien de fois à peu près? Moi, une fois sur 3. Honnêtement, je monterais quand même à une fois sur 2. Ouais, bah moi je suis de ton avis, Enzo. C'est pour ça que la cote à 3,25, je la trouve value, parce que ouais, moi je le vois à 50%. Dans ces conditions, petit Lando, je le vois à 50%. Alors toi, Thibaut, à 30%, ça veut dire qu'à 3,25, c'est pas value. À 3,25... limite. Ouais. C'est bien coté, quoi. C'est bien coté, mais non, je lui donne une chance sur 3, et en sachant que théoriquement, là, pas mal d'auditeurs vont nous écouter. Honnêtement, on est sur une tranche qui est haute, parce que globalement, je pense que le commun des mortels va aller sur du 15-20%. De toute façon, c'est simple. Quand tu regardes les dernières éditions, il a tenté plein de trucs, il n'a pas gagné. Et l'année dernière, il a affiché un niveau tout au long de l'année jamais vu dans l'histoire du vélo, et il gagne pas. Donc, mais il était beaucoup plus fort en cours de saison que sur le début de saison. Non, mais mon une chance sur 2 est peut-être élevée, mais c'est clairement biaisé par tout ce que j'ai eu par la saison 2024. Hein, ça, je vais pas te mentir. Ok, Enzo, donc la raison te dit Poggi et le cœur te dit Pipo. Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre sur le je vais te demander ton podium, Enzo. Mon podium, Ganna, Pogačar, Pedersen. Thibaut, est-ce qu'il y a d'autres coureurs que tu vois, on va dire remporter ce Milan-San Remo? Remporter? Ouais. Non, moi je vois une. Hein? Non, moi je vois une victoire écrasante de Tadej Pogačar. Et donc après. Tu le perds une fois, ok. Tu le perds 2 fois, ok. Il perd pas une course 3 fois d'affilée. Et donc voilà. Donc sur le podium, tu vois qui avec Poggi? Là c'est compliqué. Je pense que honnêtement, Van der Poel, il est tellement tonitruant. C'est Monument Men, il est tellement régulier que c'est un peu comme sur le Tour des Flandres. Pour moi, c'est 2 places lock par les 2 monstres. Et au petit jeu, faut trouver le 3e. Moi, mon deuxième bet, il y aura un podium de Tom Pidcock. Podium de Pidcock. Alors la cote victoire, elle est à 19, donc je pense que la cote podium, on devrait avoir du 5, du 6. Donc on sera à peu près sur du 0,6 de bankroll, donc 6 euros sur une bankroll à 10 000 euros, 3 euros sur une bankroll à 5 000 euros. Ça sera à peu près ça. Ouais, c'est quoi ton scénario? Parce que tu nous as donné ton favori, mais c'est quoi ton scénario concrètement? Moi je suis à peu près sur le scénario de Thibaut, c'est-à-dire que les UAE vont prendre la course en main vraiment très très tôt dès le Turquino pour vraiment essayer de dépailler, fatiguer les sprinters, sortir des équipiers, des mecs, vraiment les envoyer dans la pampa. Cipressa très très dur, en essayant de garder quand même un mec ou deux, on va dire au cul des Van der Poel et des Pidcock et des mecs qui pourraient suivre. Essayer de faire en sorte que Poggi crée un petit trou en haut de la Cipressa, descente à fond et derrière en bas de la Cipressa c'est le bordel quoi. C'est le bordel parce que les équipiers sont 40-50 secondes derrière, donc faut que ça se reconstitue avec Pedersen qui va pas vouloir faire l'effort pour Van der Poel qui va pas vouloir faire l'effort pour Filippo Ganna, des mecs, peut-être des directeurs sportifs qui vont vouloir jouer un petit peu au plus malin parce qu'on sait que si on en fait trop entre la Cipressa et le Poggio, derrière on se fait allumer parce qu'on peut revenir sur Poggi et il peut t'en replacer une dans le Poggio et il peut complètement t'épailler. Donc moi je pense qu'on va chercher à savoir un petit peu. Pedersen va se demander s'il a pas du Jasper Stuyven qui est pas très très loin derrière. On va essayer de reconstituer un groupe pour revenir sur Pogačar parce que on sait qu'à 4 ou à 5 ça va être très compliqué, donc va falloir regrouper des forces et il va en profiter pour se barrer. Et moi le seul que je pense capable
capable de suivre Tadej Pogačar dans cette aventure et parce que c'est un excellent descendeur et je l'avais joué vainqueur l'année dernière sur Milan-San Remo, il est repris à 150 mètres de la ligne, c'est Tom Pidcock parce qu'il a des qualités de descendeur hors norme et même Pogačar l'a dit à l'arrivée d'Estrade Bianchi, il l'a dit en descente il est meilleur que moi. Donc sur ses qualités de descendeur, il peut. Pogačar est un bon descendeur, mais c'est pas non plus. On n'est pas sur le plus grand descendeur du monde. Hein. Enfin, voilà, il est pas top 10. Hein. Non, c'est. Merci, l'eau ça mouille quoi. Enfin. Mais il est bon. Non, mais il est bon, il est complet, il est bon. Mais il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Mais je pense que Tadej serait très content d'amener avec lui Tom Pidcock. Et Pidcock sur un sprint final face à Pogačar, bah à mon avis, il part pas battu. Hein. Je pense qu'il part pas battu. Oui, je suis d'accord. Et honnêtement, entre les deux, sauf qu'à mon avis, Pogačar, si Pidcock s'accroche, parce que Pogačar leur a vraiment épaillé, si Pidcock est là. Mais je pense que sur un sprint entre les deux, il peut y avoir match. Non. Jamais il y a sprint entre les deux. S'il y a sprint entre les deux, ça veut dire que les deux ont basculé ensemble au podio. Hein, parce que honnêtement, Pidcock, il n'y a pas un monde où il rattrape pas un écart de 3 secondes sur Tadej Pogačar dans la descente du Poggio. Et il n'y a pas un monde où Pidcock est avec Tadej Pogačar au sommet du Poggio et où il le dépose pas dans la descente. Parce qu'il va faire une descente tonitruante. Il sait qu'en plus, Tadej Pogačar, il s'est viandé en descente. Du coup, je m'étais un petit peu amusé à regarder le Poggio 2023 quand Van Der Poel attaque. Quand il attaque, le groupe Van Aert, Pogačar, Ganna passe avec 3 secondes de retard. Et ils ont 5 secondes de retard au pied. C'est-à-dire que Van Der Poel, qui est quand même un excellent descendeur, leur a pris 2 secondes. Et il n'a pas fait semblant dans la descente. Moi, honnêtement, je pense pas que tu puisses prendre beaucoup plus. Hein. Je suis vraiment pas certain que tu puisses prendre beaucoup plus de 3 secondes dans la descente. C'est relativement technique, mais c'est compliqué de prendre plus de 3 secondes. Hein. Pidcock, c'est un artiste. Après, je pense que Poggi a aussi bossé son truc. Donc... il y en a d'autres qui ont bossé leur truc. Hein. Tu regardes les sorties Strava d'aujourd'hui, t'as quand même Pipo Ganna qui a descendu 2 fois la Cipressa et qui a descendu 3 fois le Poggio. Hein. Donc tout le monde a repéré les descentes. Victor Lafay aujourd'hui a fait 2 montées de la Cipressa, 2 descentes et 3 montées du Poggio et 3 descentes. Et tu vois pour Pipo Ganna, lui c'était sortie descente. Genre quand tu montes la Cipressa en 22 minutes, je pense que son objectif c'était vraiment de repérer les descentes. Mais parce que Ganna, ça va être son point faible. Alors, les gens vont dire, il se fait décrocher. Les gars, il perd 2 secondes en 2023 et il récupère 0,5 secondes en 2024, avant sa crevaison. Alors, on n'est pas sur le mec qui va prendre 10 secondes dans la descente non plus. Et tu bascules avec... Franchement, tu finis la descente du Poggio avec 2 secondes d'avance sur Ganna, t'as quoi 20 mètres d'avance 25 mètres je pense qu'il les rattrape. Hein. Moi, j'ai une question stratégie, Enzo. Tu t'étais surpris de la présence de Giulio Ciccone dans l'équipe de la Lidl Trek? Ouais, j'ai réfléchi placement pour la Cipressa. Voilà, c'est placement dans la Cipressa. Mais est-ce que on pourrait pas lui donner comme mission, parce que voilà, meilleur grimpeur de la Lidl Trek, d'essayer de s'accrocher à Poggi dans la Cipressa en lui disant ton arrivée c'est en haut de la Cipressa, n'en garde pas pour le Poggio, n'en garde pas pour le reste. On sait que c'est aussi Giulio, c'est un très bon descendeur. Donc objectif collé au basque de Poggi et derrière ne pas rouler pour favoriser un retour de Pedersen. Honnêtement, je pense que je vais répondre Enzo. Vas-y. C'est collé au basque de Tadej Pogačar, ma bite. Ouais, c'est bullshit. Tu mets une corde entre ta selle et le guidon de Pedersen et tu me le tractes. Et quoi qu'il arrive, il doit pas lâcher ta roue et toi tu dois pas lâcher la roue du mec devant toi. Genre je pense sincèrement que c'est juste ça. Ça va grimper à bloc. J'ai absolument besoin que tu me le gardes placé là-haut. C'est tout. Ton rôle c'est de pas prendre un putain d'écart parce que Pedersen il devra juste pas lâcher ta roue à toi. Voilà, je pense que c'est juste ça l'Euro 2 que tu connais. Parce que si tu mets un autre mec qui est un vrai grimpeur sur un truc comme ça, il y a moyen qu'à un moment ça faiblisse. Ciccone il faiblira pas trop. Enfin, sur une montée comme la Cipressa à 9 minutes,
même si c'est un truc qui est très roulant et qui est pas forcément sa tasse de thé, il pètera pas, enfin il prendra pas un écart. Par contre, si tu mets un autre mec, même un Scoins, tu vois, qui grimpe plutôt bien, mais on va dire c'est pas une valeur sûre si ça grimpe très très vite. Chicone, ça pètera pas. Il prendra pas d'écart. Et son rôle, ça va être ça. Juste prends pas d'écart. Je pense. Hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Thibaut. Non, je suis d'accord. Maintenant, je suis d'accord. Il n'est pas là dans la stature d'un leader ou pour accrocher Tadej Pogacar, essayer c'est impossible. Mais il est là pour pallier certains manques et sans doute pour anticiper un durcissement qui est évident dans la Cipressa. On bascule sur les éventuelles surprises, les éventuels top 10. Enzo, est-ce qu'il y a des petits noms qui te plaisent un petit peu pour jouer derrière les gros bras? Là, honnêtement, après, en vrai, quand tu regardes les derniers Milan-San Remo, c'est un peu les mêmes noms qui reviennent. Hein. Tu vas avoir du Mohoric. Ça va pas trop, Mohoric. Je crois qu'il y a des problèmes de santé en ce moment. Enfin, il est sur la start list, mais là, son début de saison, c'est pas dinguissime quand même. Il n'y aura pas Mohoric. Enfin, ça reste son objectif quand même. Ouais, enfin, il est 152e du Newsblatt, DNF sur Kurn, DNF sur l'Estrade Bianche. J'espère qu'il s'est refait la cerise. Moi, j'adore Mohoric, j'adore. Des mecs classiques, style Van Gils, Alaphilippe. Alors, Van Gils, c'est une bonne question, parce que Van Gils, on l'a pas vu depuis le Bessèges. Ouais, depuis la chute. Voilà, Van Gils, est-ce que ça peut pas être parce que moi, un Van Gils en forme, je le mets dans le jeu. Ah mais non, si, on l'a vu. Attends, il a gagné une étape. Si. Et il est revenu. Ruta del Sol. Si, il était là. Il devait même faire top 5 du général, je crois, de mémoire. Il se fait avoir dans les dernières étapes parce que je crois qu'il était leader. Ah oui, exact. Il fait 4. Ouais, il était revenu. Non, mais il a dû partir en stage le dernier mois. Mais si. Ouais, tu vois, mais des noms comme ça, après des grosses surprises. Genre, on va dire comme un Turgis il y a 3-4 ans là. Et en plus, il était malade. Il devait être aligné sur l'Estrade et il a été malade. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Et la maladie, c'était l'Estrade, c'était quoi, il y a 2 semaines? Ouais, un peu plus. Ouais. Ça, c'est l'incertitude quand même. C'est le niveau de la maladie. On a vu Pavel, par exemple, sur Paris-Nice, il avait pas du tout récupéré de sa grippe. Une grippe, ça peut tu peux mettre 1 mois et demi avant de retrouver ton niveau. Donc voilà, ça c'est un peu l'incertitude. Sinon, à forme, on va dire à forme sur ce qu'on a vu depuis le début de saison. Ouais, effectivement, j'avais oublié qu'il avait fait l'Algarve. Van Gils, je le mettais top 10 assez tranquillement, quoi. Mais je pense que honnêtement, en vrai top 10 ça passe. Hein. Top 10 ça passe parce que derrière les gros, t'as toujours un groupe de 10-15 coureurs qui sont là. Donc honnêtement, moi, si j'y vois pas Van Gils, c'est un peu une déception. C'est vrai. Thibaut, toi, il y a des mecs un peu surprises que tu vois dans l'histoire. Victor l'a fait. Alors, c'est la question que je me posais. C'est vrai que il a eu. Victor l'a fait. Tu regardes la preview d'équipe avec sa déclaration. Bon, certes, il annonce quand même ses envies, qui sont 3 leaders alignés sur cette course. Avec il y a Tronchon et en logique Gautra Gautra de quoi Gautra non, c'est pas Gautra non, ça doit pas être Gautra. Attends, je suis sur la liste de Milan-Turin, donc forcément je vais pas m'en sortir. Tronchon et Aurélien Paré-Peintre. Aurélien Paré-Peintre. Mais le truc en fait, c'est que là je regarde leur Strava. Si tu regardes le com de Poggi qui évidemment publie pas ses données, depuis de toute façon il a été tracté par un scooter, donc ça ne compte pas. Le com de ce mois-ci du côté du Poggio, c'est Victor l'a fait 3e montée appliquée, montée au rythme. Visiblement lancé par ses coéquipiers, et il s'est amusé à faire un dernier sprint de 200 mètres au sommet. Donc il a l'envie, il a la forme, son fichier est plutôt bon au niveau de sa reconnaissance. Non, j'attends de grandes choses quand même de Victor Lafay. Alors, d'autant plus qu'il ouais.
on revient sur un papier qu'on avait publié du côté de Vélo Foot. Oui, excellent. Il disait qu'il justement il avait fait un bon travail hivernal, qu'il se sentait bien. Et là, honnêtement, il arrive sur son premier gros objectif. C'était annoncé, c'était Milan-San Remo, et il a envie de bien faire. Donc non, moi j'ai de grands espoirs sur Victor Lafay. Alors moi j'ai une question quand même, Thibaut. Sur Pro Cycling Stats, j'arrive plus à retrouver on pouvait retrouver un peu voir ce que pouvait donner un coureur sur des courses de plus de 250 bornes. Faut à chaque fois j'aimais bien. Ouais, tu vas sur résultat, distance, du coup 250 bornes, on va mettre supérieur et on va les filtrer. Écoute, il n'y en a pas tant que ça dans sa carrière. Un DNF sur un championnat de France, Liège-Bastogne-Liège en 2020, donc au début de sa carrière quand même, 112e. Bretagne Classique et DNF en 2021, 2022 Liège-Bastogne-Liège DNF, 2023 Liège-Bastogne-Liège 32e. Mais bon, après, est-ce que Liège-Bastogne-Liège, dans l'absolu, en plus avec les conditions sur lesquelles ça se court maintenant, c'est une course totalement pour Victor Lafay? Est-ce que la forme du moment, l'été, tu vois, c'est... Ouais. Moi, c'est un peu ça qui me... Ça reste spécial, hein. Ça reste spécial, ça reste... Milan, c'est vraiment... Ouais, voilà, c'est ça, c'est la 7e heure de course. Et il y a des coureurs qui sont taillés pour ça et des coureurs qui sont moins taillés pour ça. Moi, c'est le point d'interrogation que j'ai sur Victor Lafay. Pas sur la forme ou sur le fait qu'il soit capable de monter le podio rapidement. C'est tu vois, Steven, Mohoric. Moi, le seul point... Turgis, tu vois, ça, c'est des mecs spécialistes. C'est presque de l'ultra, presque. J'exagère. Non, moi, le point d'interrogation, ça va être combien ils sont à basculer derrière Tadej Pogačar au sommet de la Cipressa. Ou, allez, imaginons que Tadej Pogačar n'attaque pas. Combien, à quel point UAE va avoir épaillé le peloton et combien ils sont au sommet. Donc, à partir de là, est-ce que Victor Lafay y est, tu vois? C'est ça, le truc. Ouais. Ça se tient. Alors moi, au niveau des top 10 qui me plaisaient, mais je vais pas y aller, on va dire un peu à cause de la météo qui est pas idéale pour moi. La Philippe. Non, moi je m'attends à voir au départ mon prono de base, si on avait eu on va dire 5 degrés de plus et du soleil, un peu la météo qu'on a vu par exemple aujourd'hui sur le Grand Prix de Nain, mon prono de base c'était Bini, c'était Girmay. J'en aurais prêt à toutes les sauces, de la victoire, du top 3, du top 10, parce que Bini, il y a le bonus paternité, ça on le voit systématiquement, quoi. Les mecs, dès qu'ils sont darons, dès qu'ils reviennent, ils volent. Stage en altitude, il a pu se préparer. Alors je vais pas le prendre, il y a une cote à 3 sur le top 10, je vais pas la prendre, je vais peut-être le regretter, mais je vous le dis, je m'attends à voir, pas sur Milan-San Remo, mais sur les courses suivantes, je m'attends à voir du très très gros Bini sur le printemps, vraiment. Là, je sais plus, j'ai encore des exemples en tête l'année dernière, mais les mecs, on les voyait, le pouce, le biberon, ça c'est c'est vraiment, voilà, j'irai pas au-delà de ma victoire de Pogačar au niveau des bêtes et du top 3 de Tom Pidcock. Maintenant, il y a quand même des noms qui sont plaisants. Un mec comme Rick Pluimers, je trouve très bien. Ça, pour moi, ça sera le meilleur des Tudors. Clairement, alors je vais pas non plus le prendre sur side limit, mais ça reste un bon pion. À Rambourou, le top 10, la cote est un peu basse, mais il a les qualités pour faire un truc. Ça fera plaisir à Cédric. Donc voilà, après forcément on n'a pas cité toute la start list, mais il y a énormément de noms possibles. Adrien Rogers. Moi Adrien, qui est vraiment bien, ouais. J'ai un point d'interrogation sur Adrien Rogers, honnêtement. Quand tu me demandais mon podium, j'ai envie d'aller sur une surprise, un troisième homme surprise. Et le troisième homme surprise, j'ai envie d'aller sur Adrien. Ah ouais, mais il progresse. Du côté des, c'est qui le leader du côté de nos amis de la Visma? Coy, sur notre scénario, j'y crois pas trop, mais tu vois, est-ce qu'ils vont vraiment tout jouer pour Coy? J'ai un peu de mal à l'imaginer, mais tu vois, Axel Zingle sort de Paris-Nice. Et c'est vrai que c'est aussi un format qui plaît bien à Axel Zingle, il aime bien les courses longues. Donc après, ils sont un homme en moins quand même. Ils sont pourquoi ils viennent que Laporte qui était prévu sera pas là. Non, mais Ben Tullet, c'est un Emirati maintenant.
Ouais, alors c'était une connerie que t'as dit que sur X ou il a vraiment signé t'as une info comme quoi il a signé pour non, mais quand t'emmènes Del Toro sur un billard pour rattraper Tobias et que tu l'emmènes en poisson pilote, excuse-moi, tu fais pas ton jeu, t'as couru pour que Del Toro gagne, c'est tout. Ouais, après Superga, c'est quand même hyper dur hein, que les mecs à 180 plus ils aient pas toute la lucidité. Il a dit lui-même, j'ai fait n'importe quoi. Il l'a dit. Ouais. Ça, moi, mais évidemment, heureusement qu'il en est conscient qu'il a fait n'importe quoi. Mais c'est bien qu'il en soit conscient. On termine avec il y en a d'autres qui font ces conneries-là et puis qui n'en sont pas conscients. Oui, vas-y, allons-y. J'allais dire les match-up. Magnus Cort aussi, top 10, 3,25. Moi, Magnus Cort, avant l'explosion des Goths, c'est un mec que je voyais gagner Milan-San Remo. Je l'avais pris. Pas les courses d'un jour. Oui. Ouais, mais ça correspond aussi à ses qualités. Mais bon, effectivement, c'est pas trop les courses d'un jour. Mais oui, Magnus Cort Nielsen, il est effacé sur les courses d'un jour. Ouais, il en a gagné une l'an dernier. On va me dire oui, mais bon, Grand Camino, premier jour de course, il gagne, ok, bon. Voilà la concurrence, mais bravo à lui pour avoir battu un jour. Leonardi, super. Ouais, il est bien, Leonardi. Oui, c'est un régulier top 10, quoi. C'est pas Pogacar. Faut pas abuser. Thibaut. Puis, il gagne une course spéciale l'année dernière, la Veneto Classique. On sait comment aller. Et puis, c'est les courses de fin de saison, c'est spécial. Là, honnêtement, Magnus Cort Nielsen, je l'ai jamais vu performer sur une course d'un jour en plein milieu de saison. On termine avec les match-up ? Ouais. Allez, est-ce que Thibaut, tu vois un truc qui te plaît dans tous les match-up qui sont proposés ? Je suis en train de regarder. Roger Adria devant Maxime Van Gils. Après, encore une fois, c'est vraiment les interrogations sur la maladie qu'a eu Van Gils avant Strade Bianchi. Si c'était un petit rhume, ça va. Si c'était une putain de grippe, c'est autre chose. Le problème, c'est que votre scénario, du coup, le groupe 2, c'est du grand n'importe. Enfin, ça va être trop aléatoire. C'est tellement compliqué. Ah oui, c'est pour ça que je vais pas m'éparpiller sur les bêtes. Je vais sur un scénario et je m'y tiens, quoi. Et si je perds, je me ferai troller sur Twitter. Ça reste un monument, faut... Ouais. Non, je sais pas. Ouais. Sur les match-up, moi je le dis, je vois pas grand chose il y a rien qui me saute aux yeux, quoi. Non. Après c'est bien coté, honnêtement. La cote elle est cohérente. Le match-up que j'aimais le mieux c'était Bini devant Milan, mais bon un 5 c'est logique, quoi. Voilà. C'est bien coté, quoi. Il y a pas de value, quoi. Non, tout est assez bien foutu. Je vois pas, tu vois. Romain Grégoire, je m'attends à le voir pas très très loin du top 10 non plus. Face à Rambourou de 20, c'est propre. Oula, j'ai quand même des doutes. Sur Romain Grégoire ? Ah ouais. Ah non, moi je le vois entre la 10 et la 20e. Je pense qu'il sera pas hyper loin, quoi. Mais là en plus prend en compte que on est sur des match-up où on les propose aussi en France. Et en France, au-delà du top 10, c'est remboursé. Donc, Ah oui, non mais bien sûr. Mais non, moi je le vois mal placé au pied de la Cipressa, donc éliminé. Allez, ciao, terminé, bonsoir. Ok. Bon, et écoutez, après, Enzo. C'est pas rédhibitoire d'être mal placé au bas de la Cipressa. Tu fais comme des marques, tu remontes dans la voiture et ça va. Alors ça, on va en parler, Enzo. Ça fait un moment que je voulais en parler. Toi, est-ce que tu connais la vérité là-dessus ? Parce que personne n'a rebondi. Alors moi, il y a un podcast que j'aime bien, c'est les Belges, là, on connaît nos classiques. Mais dans un épisode l'année dernière, le mec a clairement dit, et je fais pas de la diffamation, vous remontrez l'épisode, et si on m'attaque, je remonterai le passage où le mec le dit.
il dit clairement que Démare a grugé sur sa victoire en 2016. J'ai même trouvé que personne n'a relevé. Alors bon, ça me mettra du temps avant de retrouver, mais j'étais choqué j'étais choqué du truc. Enzo, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je sais pas, mais cette année-là, il a pris le com de la Cipressa, donc il était avec les meilleures jambes de sa vie en grimpette. Il a vraiment pris le com de la Cipressa. Ah, ce jour-là, oui. D'accord. Ok. Mais on avait Strava à l'époque ou comment ça se passait? Bah oui, c'était il y a même pas 10, enfin un peu moins de 10 ans. D'accord. Et il a toujours le com de la Cipressa? Non, je crois pas qu'il l'ait encore. D'accord. Pas aller vérifier. D'accord. Donc, ok. Mais après, bon, ça me fait rigoler. Parce que du coup, t'as toujours les personnes, ouais, c'est les Italiens, ils disent qu'il a triché, mais personne d'autre l'a vu. Ah non, mais moi je suis les propos que le mec avait tenus dans cette émission-là, moi je suis Arnaud Démare, j'attaque le mec en diffamation. Parce que le gars était vraiment sur lui. J'ai écouté la même émission, donc t'en fais pas, j'ai un souvenir net aussi de ce passage. Ah non, mais on est d'accord. C'est Démare est sympa. Ou il l'a pas su, ou il est sympa. Oui, non. Après, je pense qu'il en a rien à péter parce que quoi qu'il arrive, il a mis en San Remo au palmarès. Donc, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Tu sais, c'est comme quand Cellara est moteur. Mais non, mais c'est comme quand Cellara est moteur dans le vélo. Démare, je suis pas sûr que ça soit un mec. Tu vois, globalement, c'est comme si on te dit t'as gagné, t'es dopé, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est pareil. Je pense pas que Démare, ça soit un mec qui accepte qu'on mette son honneur en jeu. Je pense pas que ça soit quelqu'un comme ça. Après, honnêtement, à part quelques petites voix comme ça, la majorité des gens ont accepté l'histoire que c'est juste les Italiens qui étaient vénères. Honnêtement, c'est ça. Ah là, apparemment, les Belges aussi. Voilà. Non, mais il est bien leur podcast. Hein. Alors, des fois, c'est surtout avoir pris la femme de Tim Merlier, Cameron Van Den Broek, pour ça, je trouve que c'est une super idée. Hein. Elle apporte des trucs, elle sort des dossiers, c'est bien. Bon, les mecs, ils avaient quand j'avais entendu le truc, j'étais en train d'écouter dans ma voiture, je suis ah ouais, quand même, d'accord, ok. Les mecs, ils y vont quoi. Les mecs, ils y vont. Non, mais ça, on n'aura jamais la vérité. Enfin, la vraie vérité, on aura toujours il a rien fait de plus que ce que d'autres gars font, c'est-à-dire certainement s'accrocher à un bidon. Des choses qu'on voit tous les jours. Hein. Honnêtement, enfin, genre, à part ça a certainement dû arriver. Mais tu veux sanctionner quoi? Genre, est-ce qu'il y a quelqu'un pour chronométrer le temps qu'il était resté accroché au bidon? Bah non. Sa voiture, elle a pas pu non plus doubler toutes les voitures. Enfin, t'es dans une côte, t'es pas en train de te faire de doubler tout le monde non plus. C'est compliqué. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Le seul truc qui va rester, c'est que de toute façon, il a gagné Milan-San Remo. Non, mais il a gagné Milan-San Remo, ça ne changera jamais. Bah oui, mais c'est la seule chose dans l'histoire. Le fin mot de l'histoire, c'est que si Nasser avait pas dévissé, c'est lui qui aurait gagné. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Et peut-être que si Guerrier tombe pas ce jour-là, c'est lui qui gagne. Voilà, moi le cœur donne ce Milan-San Remo à Nasser. De toute façon, dans tous les cas, au pire des cas, le meilleur bidon, on peut même pas dire que c'est le meilleur bidon collé d'histoire, même si ça a eu, si jamais ça a eu lieu, puisque le meilleur bidon collé d'histoire qu'on a vu, c'est celui de Nibali. Mais là, il y avait les caméras, comme par hasard. Ah, comme par hasard. Ce jour, il y avait les caméras, et on voit qu'il remonte 100 mètres en 3 secondes. Là, bien sûr. Alors là, il y a Mondiovision 4K. Tout le monde l'a vu. Super. Bon, parfait les copains. On va faire le rappel des pronostics pour terminer ce podcast. Hein. Parce que là, on a bien éclaté le coup tordu. On sait comment ça, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça se termine. Enzo, je te laisse la main pour ton pronostic, tes pronostics. Podium, Ganna, Pogačar, Pedersen dans l'ordre. Thibaut. Podium, allez, vas-y, on va en donner un dans l'ordre. Tadej Pogačar en solitaire qui se barre en solo dans la Cipressa. Je persiste et je signe. Derrière, Mathieu Van Der Poel et devant une surprise, Roger Adria, parce que de toute façon, maman, désolé, mais tu es une péripapéticienne si je ne mets pas de surprise. Et allez, un petit prono supplémentaire, Victor l'a fait, un petit top 10.
Et ben moi, donc ça sera la victoire de Poggy à 3,25, 0,15% de bankroll. Donc ça fait 15 € sur une bankroll à 10 000, 7,50 € sur une bankroll à 5 000. Le top 3 de Tom Pidcock, je pense que la cote sera aux alentours de 5, 5,5, 6 à peu près. Je l'imagine comme ça la cote. Et donc ce sera 0,7% de 0,7, 0,8, voilà 0,75% de bankroll, voilà 7,50 € sur une bankroll à 10 000 et 3,75 € sur une bankroll à 5 000 et ça sera tout pour ce Milan-San Remo. Je vous annonce, amis auditeurs du podcast Le Coup Tordu, qu'on se retrouvera en quotidienne pour la Catalogne la semaine prochaine, ou le Pays Basque. À chaque fois je confonds, non, ça commence par la Catalogne, c'est bien ça? Exactement. Techniquement, si je ne me trompe pas, oui, c'est la Catalogne. Voilà, donc dès lundi, il y aura un podcast en quotidienne, et puis Enzo, Thibaut, si vous êtes dans le coin, ça sera avec grand plaisir. Enzo, t'allais rajouter un truc important. Petit erratum, parce que j'aime bien les choses précises. Debar n'avait pas pris le com de la Cipressa, il avait simplement fait la montée la plus rapide ce jour-là, de tout le peloton. Voilà. D'accord. Pour que les infos soient exactes. Et je m'excuse d'avoir dit autre chose avant. C'est pour voilà. Ok, ça marche. Ça roule. Et je termine donc le podcast avec mon histoire des demi-équipes du Tour de France. Donc Tour de France 1995. On a pris, il y avait la Deutsche Telekom d'Eric Zabel et de Olaf Ludwig, Olaf Ludwig qui était un petit peu le Olaf Koy de l'époque. Il y avait Rolf Aldag également qui est aujourd'hui qui est manager. Il est où Rolf Aldag en ce moment là? Non, il est plus manager, mais ça a été pendant souvent le mentor de Jan Ullrich. Donc t'avais cette équipe là, donc ils étaient 6, voilà, c'était des équipes de 9, et on avait rajouté une équipe qui s'appelait la ZG Mobili, qui était une équipe italienne, Enzo. On avait 3 coureurs, voilà, qu'on complétait l'équipe. Donc on avait 6 pour la Deutsche Telekom et on avait 3 coureurs pour la ZG Mobility, donc Mobili. Donc c'était voilà les demi-équipes. Donc allez savoir si jamais ça bloque encore au niveau des wildcards sur le Tour de France. Est-ce qu'on n'arriverait pas à des demi-équipes? Et pourquoi pas? Je sais pas. J'ai une idée de con. Enfin, j'ai une question de con juste avant. Dans nos 2 scénarios, Tadej Pogačar s'isole au sommet de la Cipressa. Est-ce que un Tim Wellens qui, malgré son travail, ne peut pas, dans un groupe derrière, faire son jeu et aller chercher un podium, un peu comme sur l'Estrade? J'y ai pensé. Ça m'a traversé l'esprit. Franchement, je pose cette question. Ça reste une question ouverte. Et ce sera la question de conclusion. Si Pogačar s'isole dans la Cipressa, c'est qu'absolument tout le monde a travaillé. Et du coup, parce qu'on sera beaucoup plus proche de l'arrivée que dans les Monte Sante Marie sur les stratés. Donc je pense que si Pogačar part, c'est qu'il n'y a absolument plus personne. Enfin, ils ont tous vidé le moteur. Le réservoir, pardon. C'est aussi une possibilité. Maintenant, s'il pleut, Wellens, il est un peu comme Poggy. S'il y a de la pluie, ça lui remplit le réservoir. Il aime bien ça, Wellens. Donc voilà. Mais apparemment, il n'y aura pas de pluie dans le final. Merci beaucoup pour tous les deux. Au niveau des previews écrites, Thibaut, vélo futé, j'imagine? Ouais, mais vélo futé sur Milan-San Remo, c'est Enzo qui nous l'a rédigé. Et moi, non, je vais reprendre au niveau des classiques. Et puis, je vais évidemment écrire celle de la Route Angèle qui aura lieu, je le rappelle, le week-end prochain. Donc, on va s'éclater. Donc, je serai pas forcément là pour les podcasts le week-end prochain vu que je serai occupé. Ok, ça marche, pas de souci, Thibaut. Et donc, Enzo, au niveau des previews, donc la preview à la fois sur Vélo Futé et à la fois sur The Big Gear. Voilà, la différence, c'est comme pour l'Estrade, ce sera surtout sur les favoris, l'explication du scénario. Mais sinon, sur le parcours, ça va être globalement la même chose. Donc, normalement, je pense pouvoir la sortir ce soir, dans la nuit. D'accord, donc après, on enregistre dans la nuit voilà. On est le jeudi soir, donc vendredi matin, vous vous réveillez, vous avez également la preview écrite de Enzo sur The Big Gear et sur Vélo Futé. Je pense. Bon.
Eh ben merci pour tout, merci à tous les deux, merci pour ceux qui nous ont suivis, donc Vélo Futé, The Big Gear, les sites d'Enzo, Thibaut sur son compte X, son compte Twitter, Thibaut Chambre, et donc voilà, on se retrouvera lundi soir très probablement pour le Tour de la Catalogne. Merci les amis. Merci à toi. Merci, et puis bon premier monument à tous.